Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de vos factures de tokens qui doublent tous les 45 jours. Le retour sur investissement tarde encore à se faire sentir dans les entreprises. Mais Anthropic, lui, explose. Son chiffre d'affaires pourrait atteindre 100 milliards de dollars fin 2026. Et pendant que la Chine ferme progressivement le robinet de l'open source, les modèles fermés américains se frottent les mains. On va regarder ensemble qui capte vraiment la valeur de l'intelligence artificielle. On parlera aussi de l'IPO de SpaceX et celle à venir d'Anthropic et OpenAI. 3 trajectoires, 3 stratégies et 3 valorisations au-dessus des 1000 milliards de dollars. On va essayer de comprendre ce que ces introductions changent pour le marché de l'IA et l'équilibre des pouvoirs dans la tech. Enfin, on s'intéresse au Trump Account, 1000 $ investis dans le S&P 500 pour chaque bébé américain. L'Amérique veut démocratiser les gains du boom de l'IA en transformant chaque nouveau-né en capitaliste. Est-ce que la même chose serait possible en France ? Je poserai la question à mes invités. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France. Et nous sommes toujours en direct de Paris. Votre émission commence maintenant. À mes côtés pour cette émission, les Fred sont de retour. Ils sont 2 cette fois-ci. Fred Binquier, en direct de Paris, même s'il est originellement basé à Palo Alto, et Fred Montagnon. Les 2 Fred sont là. Et on a Engie Ismail, en direct de San Francisco. Je reconnais ce décor, mais où es-tu ? J'ai l'impression d'être dans Inception. Ouais, non, j'ai vu qu'il y avait une fenêtre ouverte. Je me suis glissé dans ta maison. Désolé, Carlos. Voilà, Engie a transformé ma maison en hacker house. Il est là-bas avec ses cofondateurs en train de développer le nouveau projet. C'est ton nouveau projet, c'est ton nouveau bébé, c'est ça ? C'est ça. C'est la prochaine Trinicorn. Je sais pas comment on dit les trillions de leur compagnie. Okay. Mais voilà, on essaye quoi. D'accord, super. Quelle est l'ambiance à San Francisco ? Ouais, franchement, c'est la folie. Ça fait une semaine qu'on est arrivé. C'est vrai que la vitesse d'exécution et je dirais à quel point les gens, en effet, quand ils se présentent, ils disent j'essaie de faire une $1 trillion compagnie. C'est marrant en fait. J'avais jamais entendu en vrai. Et du coup, je pense que la barre est très très haute. Bon, ils rêvent, tout le monde rêve complètement, bien sûr, mais c'est assez incroyable à voir en vrai, quoi, et pas via juste Silicon Carnet. Ouais. Et moi, il y a quelqu'un qui me disait, c'est quoi ? C'est toujours la même question qu'on me pose. C'est quoi la différence entre la France et la Silicon Valley ? Je sais même plus comment répondre. Mais une des choses, c'est effectivement ça, c'est qu'on pense en milliards, mais pas simplement milliards de dollars, milliards d'utilisateurs, milliards de kilomètres. On va en parler avec SpaceX. L'échelle est pas du tout la même. Il y a des gens d'une intelligence rare. Il y en a aussi beaucoup en France. Là-dessus, on n'a pas à rougir. Mais il y a aussi une forme d'humilité. Je ne sais pas si tu le ressens. C'est-à-dire que effectivement, quand le maître étalon, c'est Elon Musk qui te dit qu'il va aller coloniser Mars, toi, avec ton projet, t'es un peu une merde sur une pelle en bois, quoi. Donc ça force un peu à l'humilité, cette histoire, non ? C'est ça, ouais. T'es toujours la merde de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. Non, c'est assez fou. Et moi, c'est vrai qu'en plus, la différence avec Miami, l'écosystème où c'est un peu plus bling-bling, c'est vrai qu'ici, t'as des mecs qui sont en short claquettes et en fait, ils disent, ouais, ma boîte, elle montait à 300 millions de valorisation en 6 mois. Mais oui, comme tu dis, avec extrêmement d'humilité. Et ils ont les pieds sur terre parce qu'en fait, ils look up à Elon Musk, à Sam Altman, à tous ces gars-là. Donc forcément, ça les ramène à la réalité. Ouais. Go yourself. Je prends 2 minutes parce que quand j'ai créé Silicon Carnet, je me souviens très bien du jour où j'ai dû envoyer ma toute première facture. Je me suis dit, je facture comment et avec quel outil ? J'avais un compte pro d'un côté, mais pas d'outil pour facturer. Résultat, je passais mes soirées à vérifier à la main si le virement était bien arrivé et à faire le lien entre la facture et le compte bancaire. Je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Avec Conto, fini ce problème. Compte pro et facturation électronique sont intégrés dès le premier jour. Votre client paye, le paiement se réconcilie tout seul avec la facture et vous n'avez plus rien à faire. Sans compter que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de septembre 2026, la facturation électronique devient obligatoire en France et vous devez être équipé d'une plateforme agréée par l'État. Et avec Conto, c'est déjà le cas. C'est inclus dans tous les forfaits, sans surcoût et sans outils supplémentaires. Aujourd'hui, plus de 600 000 entrepreneurs utilisent Conto et une entreprise sur 4 en France se crée avec eux. Donc si vous vous lancez, foncez sur conto.com, ça s'écrit Qonto.com.
silicon3m.com. En plus, ils ont été super sympas. Ils nous ont donné un nouveau code, silicon3m, qu'on vous offre 3 mois gratuits sur votre compte pro pour toute nouvelle création d'entreprise. Allez, retour à ton épisode. Cette semaine, plusieurs signaux contradictoires sur la question du retour sur investissement de l'intelligence artificielle en entreprise. C'est assez marrant. J'ai essayé de résumer un petit peu ça en prenant plusieurs signaux. J'en ai 4. Premier signal, de plus en plus de fondateurs de la Silicon Valley disent que leur coût de token double tous les 45 jours. C'est ce que disait Shamat dans The All In Podcast. Tu vas nous confirmer ça peut-être, Angie. Et que leur gain de productivité plafonne à 5%. C'est pas grand-chose. Deuxième signal, Uber a explosé son budget IA en 2026 en 4 mois. On en avait parlé d'ailleurs dans Silicon Carnet. Mais son CTO, Praven Naga, revient sur le sujet. Alors, il confirme publiquement que effectivement 99% de ses ingénieurs utilisent des outils IA et que plus de 70% des pull requests viennent d'agents. Mais cette fois, il est content. La dernière fois, il gueulait. Et maintenant, il dit, non, c'est imbattable en termes de rapport qualité-prix. Donc, deuxième signal contradictoire. Troisième signal, côté revenu, les labs, c'est l'euphorie. Anthropic affiche 47 milliards de dollars de revenus annualisés en mai 2026. Je vous rappelle que c'était 10 milliards sur toute l'année 2025. On parle de 100 milliards pour Anthropic d'ici la fin de l'année. Le marché en Enterprise IA dans son ensemble, donc Anthropic, OpenAI et tous les autres, il est passé de 1,7 à 37 milliards de dollars en 3 ans, selon Menlo Ventures. Et on voit comment on commence à voir un duopole se créer entre Anthropic et OpenAI. Et puis, quatrième signal, la part de marché de l'open source. Ça, c'est un truc qui m'a fasciné. L'open source en production enterprise est en baisse de 19 à 11% selon toujours Menlo Ventures. Et Reuters révèle dans un article du 7 juillet que la Chine envisage de restreindre l'accès étranger, un peu comme ce qu'a fait Trump, à ses meilleurs modèles open source, à savoir ceux d'Alibaba, de ByteDance et de Z.ai. Bon, voilà, c'est un tableau un peu schizophrénique, cette histoire. On a des coûts qui explosent, le ROI qui est pratiquement nul, les labs qui font un revenu complètement taré, l'open source qui recule dans les entreprises, la Chine qui ferme le robinet. Ma question, c'est quoi ce bordel ? Tu pointes du doigt en fait une contradiction, non, un enchaînement qui explique bien les choses. C'est-à-dire que tu as d'un côté des gens qui développent des modèles frontières, qui ont besoin de faire du revenu. Et pour faire ce revenu, en fait, je pense qu'ils sont à peu près prêts à n'importe quoi, y compris à rendre complètement dépendants des gens, même sur des technologies qui sont complètement surdimensionnées. On a déjà eu des discussions ici sur le sujet. La plupart des choses qu'on fait avec des IA aujourd'hui, on le fait avec des modèles qui sont beaucoup trop puissants par rapport à nos besoins. Et évidemment, c'est pas un Anthropic ou un OpenAI qui va te freiner dans cette dynamique. Donc, comme les outils côté entreprise, et surtout pour les grandes entreprises, sont pas prêts pour permettre de régler finement les taux d'usage, et puis de pouvoir mesurer aussi ce à quoi ça sert, et comme ça n'existe pas encore, c'est un peu open bar. Et d'ailleurs, en réfléchissant, tu vois, à ce sujet-là, quand tu nous as envoyé tes notes, puisque tu nous envoies toutes sortes de notes extraordinaires avant qu'on démarre, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut construire. Enfin, tu vois, si j'avais... Tu seras réinvité, Frédéric. Écoute, c'est pas certain pour tout le monde, mais toi, tu seras réinvité. Je te le promets. Non, mais tu vois, en fait, il y a plein d'outillages. On est dans un écosystème là qui manque d'outils. Okay. Donc aujourd'hui, une boîte qui s'y met vraiment fort, comment elle contrôle sa consommation ? Elle peut pas trop. Donc je suis pas étonné, si tu veux, qu'il y ait cet écart. Alors c'est à double tranchant, parce que pour les gens qui sont en train de déployer aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu d'argent mis par les fenêtres, mais comme faut s'y mettre vite. Donc c'est pas forcément très grave. En revanche, de l'autre côté, on peut se poser la question de la nature des revenus que sont en train de faire des Anthropic ou des OpenAI. Est-ce que c'est des choses qui sont durables dans le temps ? Tu dis que l'open source est abandonné. Oui, enfin, jusqu'au jour où non, je dis que ça baisse. On est passé ça baisse. Non, mais ça baisse. T'as raison. Ce qui est intéressant, on va regarder ça. Je sais pas si vous avez un point de vue là-dessus, mais c'est intéressant. J'ai l'impression qu'on utilise de l'open source pour tester des trucs, mais que, en fait, ce que ça veut dire, cette étude, c'est que quand il s'agit de le mettre en production, alors à ce moment-là, on repasse sur des modèles propriétaires. C'est ça ce que dit... Parce que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Donc, à court terme, c'est tellement plus simple de faire avec ce qui est sur cette étagère. Franchement, je pense que c'est normal, en fait, qu'aujourd'hui, tout le monde se rue vers Anthropic.
NJ, un point de vue là-dessus. Je croisais un CTO lors de Rise Summit, justement. Il est dans une boîte de service et il me disait ça. Il me disait, mon équipe, elle est complètement accro à Claude. Ils peuvent plus s'en passer. J'ai aucune KPI pour justifier le renouvellement du contrat. Mais je peux pas l'arrêter. Je peux pas m'arrêter. En gros, c'est un petit peu comme de la drogue, hein, cette histoire. Plus t'en donnes, plus j'en prends, et plus j'en prends, plus j'en ai besoin, et plus j'en ai besoin, plus ça me coûte d'argent, quoi, en fait. Et je sais pas, je suis pas sûr que ce soit bien pour ma santé, mais c'est pas grave, je continue, quoi. Ah, c'est clairement comme une drogue, ouais. C'est un nouvel outil de production auquel on est tous maintenant accros et on peut plus s'en passer. Après, moi, je pense qu'il faut peut-être faire la différence. Tu sais, là, tu parlais des coûts des tokens qui font que doubler. Nous, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en effet, les coûts, notamment dans l'usage des API, en fait, si tu veux utiliser les modèles frontières, donc ce qui vient de sortir, genre là, la semaine dernière, il y a eu encore le modèle de OpenAI Sol, Terra et Luna. Ouais. Donc, c'est 5.6. C'est des modèles qui sont très, très bons. Et finalement, qui sont un peu moins chers, enfin, qui est beaucoup moins cher. 25 fois moins cher. 25 fois en termes de tokens sur les light, hein, sur les, voilà, qui est moins cher mais qui est excellent. Franchement, moi, j'utilise que ça maintenant. Et en fait, ça change tous les 4 jours. Tous les 4 jours, tu dis, j'utilise que ça. On voit aussi que utiliser l'abonnement de Claude Code, tu sais, le $200 par mois ou le ChatGPT Max, $200 par mois, c'est beaucoup plus avantageux aussi. Donc, tu arrives beaucoup moins vite à tes limites. Ouais. Mais sur la partie, je dirais, ROI, en fait, pour moi, c'est normal qu'on n'ait pas du ROI. C'est comme si tu venais de recruter 1000 personnes dans ta boîte. Ou tu vois, genre, d'ailleurs, dans les ingénieurs, tu n'as jamais voulu tracer le ROI de tes ingénieurs au bout de 6 mois, même au bout d'1 an. C'est très, très difficile. Donc, en fait, là, l'IA, il ne faut pas, je pense, essayer de mesurer le ROI à la première facture, même à la deuxième, même à la troisième, même à la quatrième, parce que c'est un changement complet de ce que tu es en train de produire et de la façon dont tu produis. L'IA doit te faire changer ce que tu vends. Et donc, en fait, ça, tu vas le mesurer peut-être dans 2-3 ans, quand tu auras créé un nouveau produit et que ce produit va dégager des marges extrêmement fortes. Et on l'avait vu d'ailleurs dans l'étude dont on a parlé la semaine dernière, justement sur le fait que les gens qui adoptent l'intelligence artificielle massivement voient leur effectif augmenter, mais au bout de 24 mois, effectivement, il y a cette période de 24 mois qui est nécessaire. Et parce que je pense qu'au-delà de la productivité, l'IA, c'est aussi repenser sa boîte sur un plan organisationnel également. Et ça prend du temps, effectivement, ouais, bien sûr. Fred, Banquet, ton point de vue là-dessus, est-ce que c'est ce tableau un peu schizophrénique, toi tu l'analyses comment? Alors nous on suit pas mal, on est en aval de ce que vous faites vous, parce que nous on suit pas mal l'implémentation de l'AI dans les boîtes plus classiques, c'est-à-dire pas les boîtes qui font du code, mais les boîtes qui ont des activités plus générales, si j'ai envie de dire. Je rappelle aux auditeurs qui ne te connaissent pas que tu es investisseur dans le private equity. Voilà. Oui. Alors la chose qui m'intéresse le plus, c'est la partie gain de productivité, c'est-à-dire de suivre s'il y a effectivement une augmentation des gains de productivité. Et la première chose que je voudrais dire, c'est on a déjà eu un peu ce paradoxe dans les années 80 et 90, parce qu'il y avait un prix Nobel d'économie qui s'appelait Robert Solow qui avait de manière assez fameuse dit on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques macroéconomiques. Et en fait, il disait ça dans les années 80. Et puis dans les années 90 et même plutôt au début des années 2000, on a commencé à voir les ordinateurs dans les statistiques macroéconomiques. Donc, il y a eu un lag assez long, à peu près 10-15 ans, entre la diffusion des ordinateurs dans l'économie et les gains de productivité qu'on peut mesurer. Mais si maintenant je regarde ce qui se passe dans les AI, il y a un rapport que je trouve intéressant qui est un rapport GP, qui est un consultant, qui en fait fait un certain nombre de constatations. La première, c'est que en 2026, il y a à peu près 16% des sociétés qui ont vu un ROI négatif. C'est-à-dire qu'ils ont implémenté les AI et en fait, ça rapporte moins négatif. Il y en a 73% qui ont vu un ROI dit inférieur à leur attente.
Donc ils attendaient quelque chose et ça a été moins. Et la conséquence, c'est que en 2026, c'est-à-dire en ce moment, il y a à peu près 70% des opérationnels qui sont prêts à réduire leur usage de l'AI si les buts ne sont pas atteints. C'est-à-dire que on est un peu dans une période de reality check. Alors, elle durera ce que ça durera. Il y a des phases, mais voilà. Et je pense que la lune de miel est un peu terminée. Il va y avoir une rationalisation des usages. Et quand on interroge les gens sur pourquoi est-ce qu'ils voient pas les gains de productivité, ils font trois types de réponses en fait que vous avez évoquées chacun. La première, c'est peut-être qu'on voit pas les gains de productivité parce qu'elles sont capturées par les employés. C'est-à-dire qu'en gros, un employé il fait plus vite son travail et puis après, en fait, il fait pas plus. C'est-à-dire que il a fini son job, il travaille moins. Il travaille moins. Alors si on combine ça au télétravail, voilà, il est en téléchômage si on peut dire. La deuxième, c'est que finalement quand on utilise l'AI, il y a quand même une couche où on doit vérifier ce qui sort. Ouais. Et cette vérification, c'est du temps passé. Et ça peut être quelque chose qui vient bouffer le gain de productivité aussi. C'est-à-dire que on a fait quelque chose vite. Et puis finalement, c'est pas la qualité qu'on veut, il faut quand même le vérifier. Et puis le troisième point, ou alors on n'a pas complètement confiance, donc voilà, on n'a pas confiance aussi d'avoir confiance, donc du coup on se sent obligé de tout vérifier. Voilà, il faut tout vérifier. Bon, ça prend du temps, et donc c'est le deuxième type de réponse que moi j'entends. C'est oui, on utilise l'AI, mais à un moment donné, quand on va sortir en production et qu'on va écrire un contrat, envoyer une proposition, etc. Il faut que ce soit correct, quoi. Et puis le troisième point, c'est le point que faisait Angie, c'est que une organisation, elle a été structurée en fonction d'outils legacy. Là, il y a un nouvel outil qui arrive, et donc ça veut dire qu'il pour l'utiliser, il faut changer l'organisation. Et changer l'organisation, c'est pas la même constante de temps que d'utiliser un nouvel outil. C'est quelque chose de beaucoup plus lent, qui d'ailleurs se fait à la mesure de la rotation du personnel souvent. Donc les gains de productivité peuvent prendre relativement beaucoup de temps en fait. Voilà. Donc moi c'est ce que je vois sur la partie gains de productivité. Donc je suis pas outre mesure surpris que les gains de productivité mettent du temps à se mettre en place. Ouais, en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'on est dans la courbe d'adoption des technologies du Gartner, quoi. En gros, on a atteint peut-être le peak of expectation et on rentre peut-être dans la phase de disillusion qui est classique, et que la maturité va arriver et ensuite on va passer au plateau. Mais que rien de très grave, rien de très illogique. On a déjà vu ça dans d'autres secteurs avant. C'est ça ce que tu es en train de nous dire. Là où je suis plus surpris, c'est l'évolution des coûts. C'est l'évolution des coûts, parce que je parlais de la partie productivité. Sur l'évolution des coûts, là, on voit très clairement qu'on n'est pas du tout à un équilibre. C'est-à-dire que il y a des gens qui arrivent avec des prix qui sont beaucoup plus faibles. Il y a des politiques de pricing qui sont pas arrêtées. C'est-à-dire qu'on va sans doute passer à des systèmes. Ouais, d'ailleurs, vous avez vu différents. Meta qui arrive avec qui veut casser les prix, quoi. Hein. C'est-à-dire que Meta arrive avec sa suite Sparks en essayant de casser les prix. Ouais. Voilà. Donc on n'y est pas du tout. En fait, cette partie coût, moi je pense que là, elle va fortement évoluer là où il peut y avoir de la lenteur sur les gains de productivité. À mon avis, il va y avoir pas mal de volatilité sur la partie coût dans les mois et les années qui viennent, quoi. Maintenant, le coup de grâce pour ceux qui comptaient sur l'open source chinois, hein, c'est cette annonce là du 7 juillet. Le Parti communiste chinois a tenu des réunions avec Alibaba, ByteDance, ZAI, et visiblement, ils envisagent de restreindre l'accès, alors comme pour Trump, hein, l'accès aux étrangers, hein, c'est-à-dire l'accès, leurs entreprises, elles auront accès à ces meilleurs modèles. Le Time résumait ça parfaitement. Il disait: les entreprises chinoises ont conquis le monde en offrant le modèle gratuitement. Et maintenant qu'ils ont conquis le monde, Pékin envisage de les arrêter. Donc en gros, quand t'es derrière, tu ouvres et tu asperges. Et quand t'as compris que t'étais devant, tu refermes la porte. C'est un petit peu ce qui se passe. Comment est-ce que vous analysez ce truc-là ? Ouais, je pense qu'ils ont pris la mesure en fait de la puissance de leur modèle. Ils se sont dit parce que initialement, c'était la seule façon que la technologie chinoise puisse être adoptée, tu vois, par les pays de l'Ouest, on va dire.
c'était de faire de l'open source. Donc, ils ont fait des modèles et puis ils ont des super labs, ils ont des super budgets et donc ils sont allés très vite à faire ces modèles-là. Maintenant qu'ils voient que la valeur, ça peut faire des boîtes à 100 milliards, voire 1 trilliard, donc des Anthropic et des OpenAI qui, elles, sont par définition quand même des boîtes fermées. Ils disent, attends, on est en train d'envoyer de la valeur. Parce que je pense que ça s'est retourné contre eux un peu le truc de dire, on va inonder le marché, ça va affaiblir les géants américains. Et en fait, ils se rendent compte, non, il faudrait qu'on ait nos propres modèles. Et d'ailleurs, tu sais, il y avait Manus, cet outil racheté par Meta. Racheté par Meta, que la Chine a bloqué et qui est en train de se faire acheter par Tencent. Parce que donc le deal a été cassé. Le deal a été cassé par les Chinois, c'est ça, ouais. Le deal a été cassé. Et là, il y a 4-5 jours, on apprend. Mais les fondateurs, ils s'étaient enfuis. Alors, ils sont où là aujourd'hui? Ils doivent revenir en Chine? Comment ça se passe? Ils étaient partis à Singapour. La boîte avait été démantelée, puis remontée sur Singapour pour pouvoir être récupérée par Meta. Et en fait, la Chine a bloqué. Et donc là, ça va finir chez un géant chinois qui est Tencent. Et je pense que voilà. Et les fondateurs, ils vont finir dans un camp de réacclimatation ou un truc comme ça, comme Jack Ma. Un camp de vacances. On va leur expliquer qu'il faudra plus jamais le refaire. On va leur apprendre qu'est-ce qui va se passer là. Mais ça pose vraiment la question de parce que c'est vrai que c'était les modèles chinois quand même qui étaient les gros open source, sources qui étaient les sources de l'open source. Et donc là, on se pose la question de qui va prendre le lead sur l'open source. Et en effet, on voit que tu t'as dit le chiffre, la proportion des modèles open source diminue dans l'usage. Je pense que c'est lié à la maturité aussi et aussi aux histoires de coûts parce que pour l'instant, comme les modèles, les grosses boîtes font que te donner des subventions pour utiliser leurs trucs à perte. Pour l'instant, tu te poses pas la question, mais on y viendra. Et d'ailleurs, il y a un tweet de Satya Nadella hier, dont je pense qu'il faut qu'on parle, qui est le Reverse Information Paradox. Par-en. Alors, du coup, c'est un tweet qui a beaucoup fait parler, qui est très logique. Alors, Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui explique que normalement, quand tu achètes un produit, c'est au vendeur de te donner les arguments pour l'acheter. Donc, en fait, le vendeur découvre au fil qui te fait cette vente, il te donne des arguments pour que toi, acheteur, tu achètes son produit. Et dans le monde de l'IA, il y a le reverse information, donc c'est le paradoxe inverse. C'est-à-dire que c'est toi, l'acheteur, qui va... Prenez mon argent. Voilà. C'est ça. Alors déjà, tu dis, prends mon argent, mais surtout, à chaque prompt, tu dis pourquoi tu utilises l'IA. Ouais. Et donc, en fait, ça, c'est... Et pour moi, on viendra sûrement dans la partie où quand on parle des IPO d'Anthropic et OpenAI, c'est la deuxième valeur que les labs d'IA récupèrent et je pense qu'on sous-estime énormément. C'est-à-dire qu'en effet, ils te facturent pour tes tokens, mais chaque fois que tu corriges le modèle, chaque fois que tu réponds à l'IA, tu leur donnes quelque chose de beaucoup plus précieux, qui est l'apprentissage des harness, l'apprentissage des corrections, des evals, etc. Je peux pas donner son nom, mais il se trouve que je dînais la semaine dernière avec un homme politique de haut niveau. Je sais pas s'il est candidat à la présidentielle, mais il pourrait l'être. Et il me disait un truc très intéressant. On parlait, c'était un dîner pour parler d'intelligence artificielle. Ils sont tous un petit peu en Vu le nombre de candidats à la présidentielle, il y en a 34 là, donc bon voilà. Donc, et il me disait un truc intéressant. Il me disait, en fait, c'est assez drôle avec l'intelligence artificielle, comme quoi il capte quand même le mec. Hein. Il me disait avant, on devait envoyer des espions pour choper de l'intelligence économique. On avait des espions qui allaient dans les boîtes, qui récupéraient des savoir-faire et des trucs comme ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est les boîtes, elles envoient directement leur savoir-faire. On n'a même plus besoin d'envoyer des espions. À partir du moment où tu as un modèle frontière, t'as plus besoin d'avoir d'espions parce que tu peux récupérer tout le savoir-faire puisque c'est les boîtes qui te le donnent. Il se plaignait bien évidemment du fait que Trump ait stoppé, vous comprenez, voyez bien, c'est pas nos alliés. Il nous a enlevé Fable et Mythos. Il a pas de considération pour nous. Nous sommes que des colonies numériques. Et moi, je lui pose la question, je lui dis, OK, mais j'allais dire son prénom. Imaginez 2 secondes que ce soit la France qui a inventé Mythos. Réfléchissons, faisons un peu de fiction, là. La France a inventé Mythos. Vous avez un outil comme Mythos entre les mains, avec la puissance du truc. On vous explique que c'est une arme d'une puissance incroyable, géostratégique. Vous l'auriez partagé avec le reste du monde? Et là, il me répond, certainement pas.
Donc voilà quoi, je veux dire, en fait, vous l'avez eu cet outil entre les mains que parce que Dario, dans un souci de je sais pas d'ailleurs, dans une sorte de marché ouvert, open, l'a filé. Et je pense que Trump s'est rendu compte que, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Et les Chinois sont en train de se rendre compte exactement de la même chose aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? On va se refermer, les pays vont se refermer, vont utiliser, vont mettre au point, chacun va avoir son projet Manhattan et va devoir faire une course un petit peu comme à l'arme nucléaire. Ce parallèle, il a été établi par Alex Karp il y a, je crois, 1 an. Hein, c'est-à-dire qu'il avait dit... dans Techno-République. Voilà. Je crois que c'était pas dans Techno-République. Si, mais ça y est aussi dans Techno-République. Enfin, peut-être c'est dans Techno-République, mais il avait expliqué que les États-Unis avaient à nouveau la bombe atomique avant tout le monde et que, d'une certaine manière, c'était leur avantage compétitif. Donc, moi, je pense que le parallèle, il est clair. Les États souverains qui veulent garder leur souveraineté ont considéré que c'était un élément stratégique et ils veulent pouvoir l'utiliser de manière stratégique. Fred Montagnon, beaucoup d'entreprises européennes, et toi aussi, tu as été un des premiers à nous dire, alors pas par réflexe anti-américain, je sais que c'était pas forcément ta motivation, mais on s'est dit, tiens, on va utiliser par souci de coût, et puis par volonté aussi de souveraineté, parce que c'est des modèles open weight qui sont intéressants, on va se tourner un peu plus vers les modèles chinois. Là, on se retrouve un petit peu, enfin, c'est pas encore fait, mais on risque de se retrouver un petit peu le bec dans l'eau. Le seul acteur dans la course, et heureusement qu'on l'a d'ailleurs, c'est Mistral, d'où l'intérêt quand même d'avoir un acteur comme Mistral, parce que justement, même s'il reste significativement dans les benchmarks, c'est pas un modèle frontière, mais en tout cas, il est là, il existe. Est-ce que on peut faire remonter Mistral sur un niveau frontière, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit le cas, ou est-ce qu'on est contraint de devenir un continent consommateur de tokens coincé entre des solutions chinoises et américaines? Déjà, pour revenir sur le point d'Angie, il y a un problème de coût en fait, parce que aujourd'hui, faire tourner de l'open source pour avoir quelque chose qui est un peu équivalent de ce que tu as avec ton abonnement Cloud ou Codex, mais en fait, ça va coûter plus cher. Et pour un résultat qui sera moins bon et des mises à jour qui seront plus compliquées à mettre en œuvre. Donc là, il y a un petit sujet, c'est que, alors, c'est très bien dans un sens parce que en réalité, quand on prend un abonnement Cloud ou Codex, en fait, on se fait financer une partie de l'usage par les VC, donc là, je suis ravi. Donc quelque part, c'est plutôt à notre bénéfice. Mais d'un autre côté, ça engage pas beaucoup à aller vers du modèle open source parce que ce sera vraiment plus cher. Alors, pas pour toutes les tâches, juste évidemment. Pour expliquer bien ce que tu viens de dire, Ouais. c'est que en fait, utiliser les modèles fermés d'Anthropic ou d'OpenAI, on sait que le token, quelque part, il est un peu discounté, que les VC sont en train de payer, que ça serait con de s'en priver. C'est ça ce que tu dis? Parce que t'as deux modes d'utilisation. T'as soit ton abonnement là qui est contraint avec une limite, si tu veux, qu'est-ce qu'elle est. Mais pour arriver à la toucher, faut quand même travailler un peu dessus. Et passer cette limite, ou si tu veux piloter en direct, tu peux choisir le tarif API. Alors là, ça n'a plus rien à voir. J'ai pas fait les calculs récemment, mais enfin pendant un temps, c'était 5 à 15 fois plus cher en fonction des modèles. Ouais. Donc c'est plus du tout les mêmes échelles de prix. Donc si c'était par API, et j'imagine que ça c'est du coût réel, effectivement là tu considères l'open source assez vite parce que ça coûte vraiment trop cher. Mais tant que tu es dans le cadre de ton abonnement, franchement, ça vaut pas le coup. Et évidemment, toutes les petites boîtes et tous les gens qui s'organisent un petit peu, ils ont 1, 2, 3 abonnements. Je ne crois pas que ce soit autorisé par Anthropic et OpenAI, mais la réalité, c'est qu'on fait tout ça. Et en fait, ça te fait un stack et une capacité de calcul qui est dingue. Et tu pourrais pas avoir les mêmes capacités en implémentant de l'open source parce que louer des GPU ou en acheter, c'est beaucoup plus cher. Et les Donc en fait, Et ça explique certainement la raison pour laquelle l'open source est en baisse, parce qu'on nous offre quand même une très très grosse partie du coût aujourd'hui. Maintenant, sur la question de la Chine, évidemment qu'ils ont raison, tu vois, d'essayer de se défendre un peu, parce que je peux pas imaginer il y avait une vraie volonté politique de déployer de l'open source en Chine pour permettre de l'innovation. Et ça, c'est une très bonne stratégie. Je peux pas imaginer qu'ils l'aient fait pour que d'autres innovent à l'extérieur de la Chine. C'était un superbe message politique de pouvoir se comparer avec des modèles qui sont des modèles américains. Donc ça, je comprends bien la communication. Mais à aucun moment, j'imagine que la Chine est ravie de financer des gens qui, à l'autre bout du monde, prennent leur modèle pour rien. Donc, à un moment donné, forcément, il y avait un coup près qui tombait.
un gros hyperscaler américain, je peux pas donner son nom, mais ça commence par un M et ça finit par un T, avait un argument et qui me disait un truc super intéressant. Il me disait, mais en plus, l'open source, il y a un truc, c'est une question aussi de sécurité. C'est-à-dire que quand tu vas monter de l'open source, effectivement, tu dois monter ton propre data center, tu dois mettre tes GPU, tu dois fabriquer tout ça et c'est pas simple à fabriquer. Déjà, est-ce que tu auras l'énergie pour alimenter? Est-ce que tu sauras monter tout ce truc-là toi-même? Et puis, il me disait un truc très intéressant. Il me disait, mais demain, la Russie vous envoie un missile et on sait que, on l'a vu en Iran, les premiers trucs qu'ils ont visés, par exemple au Moyen-Orient, c'était des data centers. T'es quand même dans une mer de noir si ça se passe, quoi, en fait. Donc, il y a une question de coût et puis il y a aussi une question géostratégique, géopolitique. C'est-à-dire, alors bien évidemment, nous... on est des pignoufles, faire de tourner de l'open source, ça va, mais tu t'appelles une grande banque française ou un grand acteur international et tu passes en open source et tu te dis je veux être autonome et souverain avec ma propre infrastructure, géopolitiquement, pas simple. Hein, Fred Benke, une remarque là-dessus? Non, c'est pas simple du tout. Et je pense qu'il y avait un peu une illusion que l'open source allait permettre la souveraineté. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même des gens qui développent ces modèles et qui les mettent à jour. Moi, je suis pas surpris par l'attitude de la Chine. C'est-à-dire que d'une certaine manière, leur base industrielle était en open source pendant très longtemps. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que quand on veut des terres rares, maintenant c'est compliqué. Quand on veut acheter des produits, on les achète à leurs conditions, ou alors on doit ouvrir le marché d'une certaine manière. Enfin, la Chine n'est pas un acteur neutre sur aucun de ces segments. Ils subventionnent leur déploiement à l'international au début. Et puis ensuite, ils l'utilisent de façon stratégique pour gagner la compétition. Donc, on voit la même chose qui se produit dans leur modèle en ce moment. C'est assez logique en fait. Une question, c'est la question de la bulle. J'ai entendu beaucoup ça là depuis que je suis à Paris, où les gens disent ouais mais tout ça va exploser. Regarde, OpenAI a raté ses objectifs de revenus, Anthropic, ça peut pas durer. Les séquoias, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, etc. Ce récit sur la bulle qu'on entend beaucoup moins. Je sais pas si toi tu l'entends, NJ, aux US, mais j'ai l'impression que j'entends moins ce truc-là. Bien évidemment, on n'a pas intérêt. On va le voir d'ailleurs avec le troisième sujet sur les Trump accounts. Mais vous y croyez Est-ce qu'on est effectivement à l'aube d'une bulle? Je sais que tu avais dit un truc très intéressant, Fred Benke, dans un dernier épisode qui m'a fait beaucoup réfléchir depuis. J'étais peut-être pas assez intelligent pour le comprendre quand tu l'as dit en direct. Et tu disais que les Chinois ont un plan à 30 ans et que la façon d'organiser un plan quinquennal ou un plan décennal ou sur plusieurs dizaines d'années aux États-Unis, c'est de créer de la bulle. C'est-à-dire, si je résume et dis-moi si j'ai bien compris, la bulle, ça permet de concentrer des capitaux, des talents sur un sujet et d'y aller à fond. Et généralement, les bulles, elles se créent, elles n'explosent pas en 2-3 ans, elles prennent quand même un paquet d'années. Donc, ça permet de faire des breakthroughs. Oui, je pense qu'il y a les gens ont tendance à toujours voir la bulle sous un angle spéculation négatif, irrationnelle ouais, et négative, mais je pense que dans une économie libérale, c'est une des mécaniques qui permet de coordonner à grande échelle beaucoup de ressources vers un objectif. Donc, ça n'enlève pas le caractère financièrement compliqué d'une bulle et potentiellement catastrophique, mais ça lui donne une fonction économique qui est positive. Moi, sur la bulle, bon, clairement, le marché dans son ensemble est dans une phase spéculative, qui peut durer encore des mois, voire des années. C'est-à-dire que personne ne sait à quel moment une correction sur le marché peut arriver. Mais si je prends il y a des métriques qui sont quand même faciles à suivre. Il y a une métrique qui est très utile qui s'appelle le Case-Shiller Ratio, qui est en fait le ratio des prix divisé par les earnings, mais moyenné sur 10 ans. Et tout le monde. Oui, je sais que j'ai perdu tout le monde, mais c'est un ratio relativement important. Je peux t'envoyer le lien pour l'illustrer. Mais
et ce ratio-là, il est un peu plus stable que des métriques plus court terme. Et en fait, aujourd'hui, il est à 42 fois, c'est-à-dire que le marché se paye 42 fois ses résultats, qui est à peu près le même niveau que celui atteint en 99. Et qui est par ailleurs, d'ailleurs, la pointe de ce ratio sur l'ensemble de la période où il a été mesuré. Donc, on est quand même dans un moment une zone assez cher. Cher, ouais. Ok. Ouais. Angie. Et puis après, Pardon. Voilà. Vas-y, Fred. Tu voulais terminer. Non, j'ai encore d'autres points, mais je vais laisser parler les autres. Il les garde secrets pour l'instant. Angie, toi, tu, en tant qu'entrepreneur, tu rentres, tu es en train de nous créer une nouvelle startup. Une bulle, tu t'en fous, tu te dis. Non, je pense qu'on est dans une bulle, mais une bulle. En fait, il y a quand même un gros consensus en effet sur le fait que tout est très cher. Enfin, surtout comme tu disais, Fred, les valorisations par rapport aux earnings, etc. Maintenant, étant donné que la plupart des acteurs anticipent, tu vois, les économistes ont déjà, dans les années 60 et tout, ils parlaient déjà de ça. C'est-à-dire que quand tous les acteurs un peu importants anticipent la crise, en fait, elle arrive pas tout de suite. Donc, elle est delayed, enfin, elle est retardée dans le temps. Et je pense que c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est qu'on assiste en fait à une nouvelle économie. Et d'ailleurs, je pense que ça fait pas trop de sens de comparer avec la bulle Internet parce que justement, c'est quelque chose qui va être, ça se trouve, ça va aller 10 fois plus gros. C'est-à-dire que là, on parle d'entreprise à 1 trilliard. Peut-être que la bulle va éclater quand Anthropic en vaudra 10 trilliards, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que la danse, à un moment, va s'arrêter. Surtout pour nous, les startups. Là, c'est quelque chose, tout le monde se le dit un petit peu. Tu vois, en 2022, Y Combinator nous avait envoyé au mois de mai un mail en disant levez un maximum d'argent parce que ça va être très difficile pendant 24 mois. Je me rappelle très bien. Et il y a eu... après, tu as eu l'enchaînement FTX, SVB, ouais. Voilà, etc. Donc, je pense qu'ils avaient des signaux qui venaient des VC eux-mêmes, des PE firms, etc., qui voyaient le marché en surchauffe et ils se sont dit ça va pas tenir. Là, pour l'instant, de ce que je sais, il n'y a pas eu le mail, mais par contre, quand même, tout le monde se dit il y a une fenêtre de 9-12 mois, non seulement pour lever de l'argent, mais aussi pour créer les winners de la prochaine crise. Tu sais, c'est les boîtes, elles essaient de capitaliser énormément pour pouvoir être en position de force et racheter des boîtes quand ça va péter. Ouais. Donc, je dirais pas qu'on y est, mais on y va. On s'en et approche. après, le but, c'est de gagner avant de perdre, avant que les autres perdent, quoi. Fred Montagnon, ton point de vue, toi, là-dessus, bulle, pas bulle? Bon, c'est impossible de savoir où on en est. Ah bah ouais, mais en revanche, on est dans Silicon Valley, on essaye, quoi. Toi, j'avais pas terminé ma thinking in réponse. public, tout ce que tu dis ne sera pas retenu contre toi. C'est l'inverse dans Justement. Voilà. Non, mais en revanche, il y a un truc qui me paraît évident, c'est que le gain de productivité dont on parle, il est évident. Il est clair. Il est démontré déjà dans l'univers du logiciel. On le voit. Alors, évidemment, l'univers du logiciel, il sait s'adapter vite. Aujourd'hui, plus personne n'écrit une ligne de code, plus personne ne lit une ligne de code dans des entreprises qui ont réussi à se structurer. Les rôles ont changé, les métiers ont changé, puis ça s'est passé en l'espace d'1 an. Donc pour ces gens-là, il n'y a pas de problème. Mais ce sera vrai ailleurs aussi. C'est une évidence. En revanche, autant il y a un playbook qui est clair aujourd'hui, je pense, pour les gens qui s'y intéressent dans l'univers du logiciel, autant je ne vois pas encore un playbook très clair pour complètement changer une équipe commerciale, une équipe marketing, ou même des comex ou des boards. Dès que ce sera démontré, dès que des entreprises suffisamment grosses vont commencer à communiquer sur leur performance du fait d'une transformation, tous les autres vont se ruer pour avoir la même. Donc je pense qu'on a encore ça en fait à venir. Alors, il faudra bien qu'il y en ait un qui démontre que c'est possible, mais ça me paraît tellement évident que ça va arriver et ça va arriver vite. Et pour l'instant, personne ne communique trop dessus, mais le jour où ça va arriver, ça va recréer une demande énorme en transformation. Donc, ce ne sera pas forcément de la consommation de tokens uniquement, mais c'est plus tous les cabinets qui s'occupent de faire du change et de la transformation d'entreprise, qui auront enfin un truc à dérouler. Aujourd'hui, en fait, ça y va un peu à tâtons. C'est-à-dire que encore une fois, la manière de faire est pas clairement balisée. Donc, il reste des tas de briques à inventer. Il y a même des outils, je pense, qui manquent encore. Mais une fois que ce sera fait, oui, il faudra rationaliser la manière de collecter de l'information en interne dans une boîte. Oui, il faudra créer en fait la capacité derrière à pouvoir donner de l'accès à des IA. Probablement on-premise et pas en utilisant des trucs à droite à gauche. Donc tout ça,
c'est en train d'être construit. Je peux pas imaginer qu'il n'y ait pas 2000 startups qui travaillent sur tous ces sujets-là, y compris le monitoring de ce que tu consommes. Et une fois que tout ça c'est en place, et c'est peut-être dans quelques mois, tu as une nouvelle vague, cette fois-ci d'équipement qui va être à l'action, et ce sera pas des gains de productivité de 5%. Donc ça peut nous porter encore un petit moment, parce qu'effectivement, là, il y a du capital humain aussi à faire évoluer. Mais je pense que vous avez raison. C'est plus important, ou en tout cas, c'est plus créateur de valeur à court et moyen terme que l'était l'Internet, parce qu'il n'y a rien de physique à déployer cette fois-ci. C'est vraiment juste un playbook à réaliser, à déployer. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis, Fred, mais je pense que on peut passer par un point bas avant de... Enfin, je partage complètement la vision à long terme de gains de productivité gigantesques. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que bon, je commençais un peu à creuser ce qu'il y avait dans des chiffres affichés par les sociétés tech. Et pour moi, on est quand même en train de rentrer dans la zone de bullshit. C'est-à-dire que on amortit les actifs sur des durées qui sont pas les durées réelles. On prend pas en compte la totalité des coûts. Moi, je vous enjoins vraiment à écouter une interview de Kevin Koharki et John Weil par le Wall Street Journal, où en fait ils expliquent de manière assez concrète comment les géants de la tech gonflent leurs résultats et notamment leur cash flow. Et je vais vous citer deux, trois chiffres qui, à mon avis, sont très parlants. C'est-à-dire que quand on retraite le coût payé en actions des personnels de Meta, le free cash flow en 2025 passe de 46 milliards à 5 milliards. Quand on fait le même retraitement pour Alphabet, le free cash flow en 2025 passe de 73 milliards à 24 milliards. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les chiffres qui sont affichés par ces sociétés ne reflètent pas la réalité économique de ce qu'ils sont en train de faire. Tu voudrais dire qu'ils font du maquillage comptable ? C'est pas du maquillage comptable parce que c'est autorisé. Simplement, quand on est un analyste financier qui fait son travail, je vais pas rentrer dans la technique. Enfin, je peux l'expliquer si ça intéresse l'auditoire, mais en fait, il y a une présentation des choses qui est trop optimiste en fait dans les chiffres qui sont donnés par ces boîtes-là. Et moi, je pense que on le voit d'ailleurs parce que ces sociétés tech n'avaient pas de dette il y a 5 ans. Alors aujourd'hui, elles empruntent avec abandon, c'est-à-dire que Alphabet a emprunté 35 milliards en mars, je crois. Meta avait pas de dette il y a 5 ans. Maintenant, il lève de grandes quantités de dettes. Donc, le business oui, historique... mais Fred, justement, là, tu mets le doigt sur vraiment le truc super intéressant qui, moi, me fait dire qu'on est loin de la bulle. Mais peut-être que je peux me tromper. Je prends un risque, là. Tu vois, c'est hot take, là. Et justement, c'est la question de la dette. Ce qui est vachement intéressant, et je regardais une vidéo de Charles Détente. Je sais pas si vous le regardez de temps en temps. Il a un channel qui s'appelle Grand Angle et qui est très... Richard, pardon, j'ai dit Charles, Richard Détente. Et il disait un truc super intéressant, c'est que il faut regarder les marges opérationnelles que font ces boîtes-là. Et ces marges opérationnelles, elles feraient rêver n'importe quelle entreprise. Et ça leur donne une capacité quasi infinie d'aller se financer justement sur les marchés de la dette. Et Morgan Stanley a sorti une étude où il prévoit plus de 500 milliards de dollars d'émissions obligataires liées à l'intelligence artificielle en 2026. Et plein de monde confirme ce truc-là. Et donc là, ça veut dire quoi ? Si on explique ça en fait un petit peu simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui utilisent cette dette dans ces proportions-là, ce sont les États. Et que aujourd'hui, les États sont en concurrence avec ces acteurs de l'intelligence artificielle qui ont besoin de capitaux colossaux et qui sont capables de les rembourser. Et que entre prêter à une entreprise qui fait 47 milliards de dollars de revenus annualisés avec des marges de 60%, et prêter à un État européen qui a 120% de dette sur son produit intérieur brut, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que moi, je pense que, et c'est ce qu'est en train de faire Elon Musk, on va le voir avec SpaceX, ils sont en capacité d'aller emprunter. Et qui va souffrir de ce truc-là, c'est les États qui aujourd'hui sont en concurrence avec les boîtes d'IA qu'on fait sur la dette. T'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça pour la raison que j'ai évoquée précédemment. C'est-à-dire que je vais expliquer la mécanique. Quand une société comme Meta émet des restricted stock ou des stock options pour son personnel, elle ne le comptabilise pas dans son free cash flow. C'est-à-dire que le free cash flow, c'est le cash flow opérationnel. Mais explique les restricted stock et tout donc ça. Quand tu donnes les stock options. Un employé,
quand un employé travaille pour Meta, il reçoit un salaire qui est payé tous les mois et il reçoit un nombre d'actions qui sont libérées au cours du temps en fonction de sa présence dans l'entreprise et éventuellement de sa performance. Ça, c'est ce qu'on appelle des Restricted Stock Units. Et il reçoit aussi parfois des stock options, c'est-à-dire des options d'acheter les actions de Meta à un prix fixé. Et donc ce package-là, aujourd'hui, il n'est pas Tu devrais le compter parce que s'il se barre, il devrait pouvoir les récupérer. Attends, la mécanique est plus subtile. Plus subtile. Donc, fondamentalement, qu'est-ce qui se passe quand on a attribué ces options et ces titres à un employé? Eh bien, on a dilué les actionnaires existants. C'est-à-dire qu'il y a plus d'actions qui sont émises et donc les actionnaires qui étaient là ont droit à moins des profits puisque ces profits doivent être partagés avec les employés qui ont obtenu des actions. Sauf qu'elles ne sont pas encore vestées, ces actions, ce sont des options. Oui, mais au fur et à mesure, elles sont vestées, donc à un moment donné, ces dilutions existent. Comment est-ce que les entreprises réduisent cette dilution? Comment est-ce qu'ils évitent, d'une certaine manière, que les actionnaires existants se disent « Ah oui, mais attendez, moi je suis lésé, vous êtes en train de distribuer énormément d'actions à votre personnel. » La mécanique pour réduire cette dilution, c'est celle du rachat d'actions. C'est-à-dire que les entreprises font énormément Apple, par exemple. Voilà, font énormément de rachats d'actions. Ces rachats d'actions sont donc en fait, d'une certaine manière, le reflet, en grande partie, du coût supplémentaire payé au personnel. Simplement, ça n'apparaît pas dans le free cash flow. Le free cash flow, ou les marges opérationnelles dont tu parles... Le free cash flow, on explique, c'est le cash disponible pour ces entreprises pour faire des investissements et... Après investissement, c'est même après investissement. Donc c'est du même après investissement. Et donc, ce free cash flow, il est en fait surévalué de l'absence des coûts de personnel qu'on n'a pas comptabilisé dans le rachat d'actions. Compris. Et donc, là où je suis un peu partagé, et c'est pour ça que j'insiste sur ce point, c'est que on est peut-être dans une phase... Ces entreprises lèvent de la dette, par ailleurs. Alors, on peut dire, oui, mais cette dette, elle est levée pour payer des data centers, pour investir dans le futur. D'accord. Mais on peut aussi dire, comme l'argent est fongible, on peut aussi se dire, ah ben non, cette dette, elle a été levée pour acheter les actions, c'est-à-dire pour payer le personnel. Et donc, ça devient une situation un peu ambiguë. C'est-à-dire que quand on fait des calculs un tout petit peu plus fins, on a une vision qui n'est plus très claire de est-ce que le business model actuel de ces entreprises permet de financer à la fois leur croissance, c'est-à-dire leur investissement, et leur coût de personnel actuel. Ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que il y a une euphorie sur la dette aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a vu le pricing des obligations SpaceX, la plupart des gens ont dit bon bah ok, en fait on a prêté à SpaceX en fait sans véritablement s'inquiéter du risque de crédit de SpaceX. Donc il est possible qu'il y ait en ce moment aussi une bulle sur la dette. Mais quand on s'intéresse à est-ce qu'il y a une soutenabilité à ces modèles, on a beaucoup de questions qui en fait deviennent importantes et c'est pour ça que ça peut continuer encore longtemps, mais ça devient une source d'interrogation. Ben justement, je vous propose qu'on en parle justement de SpaceX, de l'entrée en bourse. C'est le deuxième sujet, il faut qu'on avance. L'émission va être longue, mais tant mieux. C'est super passionnant, c'est intéressant. Je trouve qu'on dit souvent que la France manque de culture financière économique. Bon bah là, on apprend des trucs. Moi aussi, j'apprends des trucs. Et je vous propose qu'on parle justement de l'IPO de SpaceX, parce que j'entends aussi beaucoup dire regarde, l'IPO de SpaceX, c'est complètement vautré par Elon Musk. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Et puis, des deux prochaines IPO, c'est celle de Anthropic et de OpenAI qu'on nous promet. Est-ce qu'elles auront lieu? Est-ce qu'elles n'auront pas lieu? Dans quelles conditions? Est-ce que c'est le bon moment? On en parle tout de suite dans le prochain sujet. Le 12 juin dernier, SpaceX entre au Nasdaq. C'est la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. 555 millions d'actions vendues. $135 l'action. 75 milliards de dollars levés en une seule opération. Le premier jour, l'action ouvre à $150 et finit en hausse de 20%. Le lundi suivant, elle grimpe encore. Le 15 juin, elle atteint son record historique, $225. Puis la correction, moins 16% en une séance. Chute progressive jusqu'à un plus bas de $145 que j'ai constaté, moi, le 9 juillet. Et là, je suis en train de regarder, là, tout de suite, où est-ce qu'on en est. SpaceX, je regarde... Ouh là là, à l'heure où je vous parle, on est lundi 13 juillet, on est à $138,74. L'action chute encore de 4,53% aujourd'hui.
Donc voilà, on enregistre donc le 13 juillet. Et puis il y a des IPO qui arrivent, hein, celle de Anthropic. On sait qu'ils ont fait le dépôt confidentiel à la SEC début juin. Et puis il y a aussi l'entrée en bourse prochaine de OpenAI. Et là, on lit un article du New York Times qui est vachement intéressant, qui nous explique que Sam Altman, il a pas l'air aussi pressé que ça de faire son entrée en bourse en 2026. Et il repousse l'IPO à 2027. Et justement, une des raisons de ce report, c'est la volatilité de SpaceX. On sait que OpenAI a quand même levé 122 milliards à 852 milliards de valorisation il y a quelques mois. Cette opération-là, SpaceX, je vais peut-être commencer par toi, Fred, qui, je suis certain, a regardé ça de très près. Tout le monde dit, voilà, cette volatilité fait peur. Est-ce que SpaceX a raté son entrée en bourse? Non. On peut pas, enfin, ça me fait penser aux gens qui disent que Elon Musk a pas réussi dans le spatial parce qu'il a eu une série d'échecs. Bon, oui, d'accord, mais enfin, bon, à un moment donné. Non, mais attends, mais Fred, je l'entends ça, hein. Je veux dire, oh là là, regarde, ça marche pas, tout ça. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu. Non. Non, mais attends, sincèrement, il y a des gens qui disent, ah, tu vois, je te l'avais bien dit, regarde, $137, il fallait pas acheter. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi est-ce que les boîtes rentrent en bourse et cette histoire de prix d'entrée? Parce que moi, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, bien évidemment que le prix va augmenter puis chuter, et que si le prix n'avait pas chuté, ça voudrait dire si le prix n'avait fait qu'augmenter, ça veut dire qu'ils avaient mal pricé leur entrée en bourse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé assez d'argent, c'est ça, non? Oui. Alors, soit dit en passant, c'est ce qu'on généralement font les banquiers, hein. C'est-à-dire que les banquiers introducteurs essaient de se mettre en dessous du prix d'équilibre pour avoir une hausse au moment de l'introduction, hein. Là, si on donc déjà premièrement, on peut pas dire qu'une introduction en bourse pour 85 milliards sur une boîte qui vaut 2 trilliards, qui en fait a donné le là sur toute l'économie de l'espace, soit ratée. Enfin, c'est juste pas possible de dire ça. Après, on peut avoir une vision critique du sujet, c'est-à-dire que c'est un succès qui est difficile à atteindre, mais il y a des choses qui sont critiquables à l'intérieur de ce succès, et c'est plutôt là qu'à mon avis on peut avoir une conversation. Okay. Je pense qu'il y a eu un push qui à mon avis était très tactique vers le retail, c'est-à-dire des investisseurs privés individuels qui ont plus de mal. C'est-à-dire nous, le retail, c'est les gens comme nous, quoi. Voilà, qui en gros ont assuré une demande qui était bien supérieure à la moyenne de ce qui se fait lors des introductions en bourse, qui a été franchement, des gens qui avaient pas forcément une vision très très claire de ce qu'était la valeur et qui achetaient plutôt un narratif qu'une équation financière. Deuxièmement, il y a eu quand même un Elon Musk qui a tordu le bras aux sociétés d'indices pour que les introductions se fassent plus vite et que le cours soit soutenu. Ah, mais il a changé complètement les règles du jeu de l'entrée. Ouais, mais ces règles du jeu, elles ont un sens. C'est-à-dire que les changer n'a pas tellement de sens. C'est-à-dire de dire, je dois m'introduire donc 15 jours après je dois rentrer dans l'indice 15 jours après avoir été introduit, ça n'a pas tellement de sens. Enfin, franchement, on voit pas très bien pourquoi les règles ont été changées. Donc, il y a une forme de caporalisation qui a été faite. Donc, on peut être à l'intérieur de ce succès, dire qu'il y a des éléments qui sont problématiques. Moi, je pense que SpaceX est une société qui est très difficile à pricer en tant que telle, parce que soit c'est la porte d'entrée de l'économie de l'espace et ça vaut très très cher, soit c'est une société comme une autre qui va rentrer en compétition pour que les gens puissent agir dans l'espace, et dans ce cas-là, le pricing est peut-être plus faible. On ne sait pas en fait, on saura dans quelques années, et donc il y a une forme un peu de pricing binaire dans cette société. D'ailleurs, les analystes ont beaucoup de mal à faire des estimations des revenus. C'est-à-dire que quand on regarde les estimations des revenus pour 2026, données par les analystes, la fourchette, c'est entre 34 milliards et 44 milliards. C'est-à-dire, il y a 10 milliards d'écart
et on est quand même en juin, enfin en juillet. Donc, de pas savoir où ça va tomber à 10 milliards près, c'est-à-dire en fonction si on part de 40, c'est 25% d'écart, ou de 30, c'est 33% d'écart, c'est quand même un peu paradoxal, quoi. Donc, voilà. Après, je pense que c'est une société qui reste très chère. C'est-à-dire que beaucoup de sa valeur est dans le futur et rapportée à aujourd'hui. Ouais, Et mais donc, c'est une attends, société regarde, qui est Fred, beaucoup de sa valeur est dans le futur par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est le discours qu'on nous sert, que d'ailleurs je souscris. Hein. Moi, j'ai acheté à 170. Hein, donc, vous voyez, j'ai pas fait pour l'instant une bonne affaire. Et c'est ce que je dis aux gens qui me posent la question. Je dis, mais moi, je m'en fous. Je veux regarder SpaceX dans 5 ans ou dans 10 ans. Je pense que la valeur sera là. Mais en fait, beaucoup de la valeur, elle était aussi dans le passé. Parce que je rappelle que la valorisation de SpaceX en 2019, c'était 10 milliards, ok, et qu'elle rentre en bourse en 2026 à 2000 milliards. Donc, il y a quand même là une multiplication par 200 de la valeur qui a été captée non pas par les retailers, c'est-à-dire nous, mais par le marché du privé, c'est-à-dire les affreux investisseurs dont tu fais partie, Fred Binquet. Oui, mais qui n'ont pas vendu. C'est-à-dire que il y a quand même, les gens qui qui ont n'ont gagné pas beaucoup encore d'argent. vendu, mais attends, il y a eu plein de secondaires, Fred. On en a entendu parler, on en Oui, avait mais parlé d'ailleurs avec Fred Montagnon, toutes ces boîtes qui ont fait du secondaire, où tu pouvais acheter du SpaceX comme t'achetais des carottes au supermarché, où tout le monde avait des trucs à te vendre. C'est bien ces investisseurs qui, on le rappelle, ont peut-être acheté du SpaceX en 2019 à 10 milliards de valo et qui ont revendu sur le marché du secondaire à peut-être pas 2000, mais peut-être à 1000, mais qui ont fait x100 en fait sur leur part. Il y avait plein de trucs à vendre. Fred Montagnon, tu confirmes ça? Il y avait, je sais pas si t'en as acheté. Si, oui. On se rappelle de Oussama qui vendait aussi du SpaceX. Tout le monde vendait du SpaceX. Vendre, Alors, mais... Oui, il l'avait pas acheté. Il vendait un truc qu'il n'avait pas acheté. Voilà, c'est ça. Ouais. Juste un petit point quand même. Aujourd'hui, le flottant de SpaceX, c'est 4%, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le prix de toute la boîte repose sur un petit nombre. Alors, ça représente des grosses quantités d'argent, hein, mais sur quelque part un petit 80 nombre milliards. de... 80 milliards. Non, mais c'est sûr que c'est 4%. énorme. C'est quand même énorme. Mais aujourd'hui, c'est ces 4%-là qui font le prix de 100% Explique pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu entends par le flottant? Quand tu rentres en bourse, en fait, tu mets une partie de tes actions, enfin, tu vas émettre ou tu vas vendre, peu importe, mais tu vas mettre sur le marché, en fait, une portion de ton capital. Donc, ils ont levé 80 milliards avec 4% de leur part. C'est ça. Exactement. Ils ont émis 4% de plus que ce qui préexistait. Okay. Donc, et le prix qui est affiché aujourd'hui quand on regarde une application de trading, c'est le prix de ce lot-là, en fait, d'actions qui s'échangent. Donc, je ne dis pas que c'est pas significatif, mais je pense qu'on pourra vraiment considérer que cette IPO est un succès ou pas dans quelques mois, années. Alors, je ne connais pas du tout le calendrier de libération du reste du capital, parce qu'il y a tout un tas d'actions qui vont venir gentiment, de lock-up qui vont venir et qui vont pouvoir être vendues petit à petit. Et est-ce que le marché sera capable d'absorber ça, ou est-ce que tous les acheteurs se sont déjà présentés et sont déjà sur le marché aujourd'hui? Donc, c'est un peu, c'est quand même un truc un peu particulier, cette boîte-là, parce que avoir des boîtes qui rentrent avec un flottant aussi faible, ça existe, mais généralement pas sur des volumes. Enfin, je crois que c'est une première, tout simplement. Donc là, on est dans une expérience, quoi. Et je rappelle qu'en flotte, que justement, il reste encore beaucoup de disponibilité, parce qu'il y a encore des gens qui veulent acheter du SpaceX, parce que je lisais qu'en France, c'est pas possible encore d'acheter du SpaceX. Les actions post-IPO de SpaceX sont pas accessibles sur les plateformes grand public. Les PEA n'intègrent pas aujourd'hui les actions américaines. Donc, c'est quoi? Le public français, il est privé de ces actions SpaceX aujourd'hui? C'est pas, je savais pas. Moi, il suffit qu'il ait acheté un ETF Nasdaq, c'est-à-dire un indice qui réplique le Nasdaq, pour qu'il ait du SpaceX aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aussi un des éléments fondamentaux d'être entré, qui dérive d'être entré dans un indice, c'est que aujourd'hui, tout le monde a acheté du SpaceX à partir du moment où on a acheté le Nasdaq. Hein, donc voilà. Ok. NJ, toi, t'en as acheté du SpaceX ou pas? Non, bah moi je l'ai dit il y a un mois dans la dernière épisode où j'étais, où je disais que bah en général quand t'as des IPO comme ça qui sont très attendus, t'as une période de price discovery où de toute façon ça va prendre 20-30%. Surtout, il faut pas enlever du fait que SpaceX, c'est la boîte d'Elon Musk. Elon Musk, c'est un gourou, c'est quelqu'un avec une aura extraordinaire. Donc, il y a un price, tu vois, qui est attaché au fait que ça soit Elon Musk.
et aussi la composition de SpaceX. Ça s'appelle SpaceX, mais en fait, il y a 4 boîtes dedans. Et potentiellement plus. Il y a sûrement des innovations qu'on Il y a connaît des nouvelles pas. boîtes qui sont en train de sortir là, sur le cargo. Donc il y a et tout Grok, ça, ouais. donc il y a Grok qui est rattaché, on a dit XAI. Il y a Cursor maintenant. Ouais. Il y a bien sûr les satellites, Starlink, et il y a d'autres trucs. Donc je pense que ce qu'on va voir, en effet, c'est dans le temps ce conglomérat s'agrandir. On va voir les liens entre tout ça. Et pour le coup, je pense que ça met la barre très haute pour les OpenAI et Anthropic, qui sont les deux autres qu'on attend. Anthropic, ça aurait déjà dû arriver. Je pense que pareil, ils sont dans une période d'attente parce qu'ils disent la barre elle est tellement haute. Et Dario et Sam, ils ont l'aura d'une huître à côté de Sam Altman. Hein. Excuse-moi, mais genre c'est pas les mecs qui vont aller tu vois faire rêver les foules. Et d'ailleurs aujourd'hui en plus l'IA est quand même assez décriée. Il y a encore eu à San Francisco, c'est assez fréquent maintenant des manifs devant. Mais même en France, il y a le monde diplomatique là, c'est titre tout le monde déteste l'IA. Ouais, c'est le titre. Oui, donc, c'est la une du monde diplomatique. Et quand tu vas aller vendre tes stocks au retail, il faut quand même que ton CEO, alors Elon Musk est décrié, mais décrié comme un savant fou. T'as des gens qui sont complètement amoureux de lui et des gens qui le décrivent mais qui se disent de toute façon il va aller quelque part. Les deux autres c'est un peu plus compliqué parce que c'est des savants fous potentiellement qui nous emmènent vers tu vois le chômage universel et etc. C'est Dr Lovamour. Hein. Il y en a un qui ressemble quand même beaucoup à Dr Lovamour hein, quand tu l'écoutes quoi. Folamour. Folamour. C'est un peu Dr Folamour. Effectivement il y en a un qui ressemble plus à Dr Folamour. Hein. Ouais. Donc difficile. Moi, je suis un Pardon. Vas-y, Fred, vas-y. Non, je suis un pessimiste. Du coup, j'investis dans SpaceX parce que je rappelle la définition d'un pessimiste, c'est quelqu'un qui finance un optimiste. Ah, très bien. Ah putain, mais c'est pour ça alors que putain les VC ils sont toujours déprimés, ils sont toujours putain mais en fait c'est ça. Franchement, c'est la meilleure définition du VC que j'ai jamais vue. Un VC est une personne pessimiste qui finance les optimistes. En parlant de pessimistes et d'optimistes, je vous propose de regarder les prochaines entrées en bourse qui devraient arriver, celle d'Anthropic d'abord et puis celle de OpenAI. Anthropic, la trajectoire de revenus d'Anthropic, elle est tout simplement sans précédent. Là aussi, hein, on parlait de SpaceX, d'une entrée en bourse sans précédent. Quand on regarde Anthropic dans l'histoire du capitalisme, on n'a jamais vu ça. Fin 2024, la boîte fait 1 milliard de revenus annualisés. 2025, 10 milliards. Février 2026, 14 milliards. Mai 2026, 47 milliards annualisés. Et tout le monde s'accorde à dire que Anthropic risque de finir l'année 2026 au-dessus de 100 milliards et de façon très profitable. En tout cas, c'est ce que disent certains investisseurs. Et peut-être qu'en 2027, il y en a même certains qui misent sur 300 milliards de revenus. C'est du jamais vu dans l'histoire, même pas de la Silicon Valley, dans l'histoire du monde. Et contrairement à OpenAI, c'est assez intéressant de regarder ça. Anthropic a une vraie raison d'aller en bourse parce que, en fait, ils ont levé, j'allais dire que 65 milliards dans une série H. Et leur machine brûle quand même pas mal de cash, notamment en compute. Ils recrutent énormément. Et puis, ils sont dans un déploiement mondial accéléré. Donc, est-ce que Anthropic a besoin de rentrer en bourse, a besoin d'aller chercher du cash, contrairement à un OpenAI qui, lui, je le rappelle, a levé 122 milliards. 122 milliards, c'est plus que ce que vient effectivement de lever SpaceX avec son entrée en bourse. Donc, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que Anthropic va effectivement être le premier à rentrer en bourse parce que ils ont besoin d'aller chercher du cash, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pousseraient Anthropic à rentrer en bourse avant OpenAI? Et est-ce que rentrer en bourse avant le premier est la bonne stratégie? Moi, je pense qu'il y a de toute façon, je vais donner mon avis rapide, mais de toute façon, il y a une prime à rentrer en premier parce que les deux boîtes quand même se tirent la bourse sur le sujet en fait. Donc c'est quand même deux boîtes très similaires qu'on met d'ailleurs tout le temps en concurrence. La question peut-être c'est la stratégie d'OpenAI, c'est de dire en effet j'ai moins besoin d'argent, donc je laisse Anthropic dévoiler plus parce qu'en effet quand tu rentres en bourse il y a quand même un besoin de transparence
même s'il y a du maquillage de chiffres, etc., il y a un besoin de transparence assez fort, et notamment pour montrer tes dépendances. Tu vois, là, on va savoir exactement quelle est la répartition du compute, chez qui ils achètent, est-ce qu'ils en produisent eux-mêmes, quelles sont leur véritable structure de coût. Et je pense que OpenAI a les moyens d'attendre un petit peu plus que Anthropic, comme tu l'as dit. Donc, ça va être intéressant. Et pour le coup, le dernier à rentrer, la grosse question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura encore de la liquidité sur les marchés ou de la confiance surtout pour aller investir dans ce genre de trucs qui sont à des multiples qu'on n'a jamais vus avant, quoi. Une autre raison très intéressante que j'ai lue, c'est que peut-être qu'une des raisons aussi pourquoi OpenAI n'est pas si pressé, on l'a vu, ils n'ont pas forcément une urgence de cash, mais il y a peut-être une autre raison, c'est que Sam Altman possède 0 action d'OpenAI. Donc d'abord, il n'est pas très motivé lui-même par l'entrée en bourse d'OpenAI, ça ne va pas l'enrichir lui personnellement. Son intérêt financier dans la boîte, il est autour d'autres choses. Il y a d'autres canaux. On sait que Sam Altman, en revanche, détient une grande partie de OpenAI Ventures, c'est-à-dire le fonds d'investissement d'OpenAI. Il y a plus de 400 investissements perso, des trucs comme Helion dans la fusion nucléaire, WorldCoin dans l'identité biométrique, et des dizaines et des centaines de startups d'ailleurs. Et que justement l'entrée en bourse de OpenAI demanderait à Sam Altman de discloser exactement la nature de ses investissements, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts, etc., etc. Vous y croyez à ça? Est-ce que c'est c'est un article du New York Times qui dit ça? Je crois pas tellement que ce soit la variable explicative du retard, parce que il y a déjà des conflits d'intérêts aujourd'hui, tu dois déjà respecter tes devoirs fiduciaires, tu as déjà beaucoup d'investisseurs autour de la table. Sam Altman s'est déjà tapé un procès avec justement, il n'a peut-être pas envie de s'en retaper un deuxième, quoi, justement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, parce que là, il a le procureur général du Montana qui est sur son cul, qui a demandé à la SEC un examen de ces trucs. La SEC fait et donc je pense qu'il a plutôt, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent et qui est bien entouré et que donc il a dû faire attention à ne pas être dans une situation légalement problématique. Non, moi, je pense que on est plus sur des sujets. Mais je suis pas certain, Fred, de ça, parce qu'on voit qu'ils avaient pas anticipé. Il y a plein de trucs dans OpenAI, dans l'histoire d'OpenAI, où on se dit, putain, c'est un peu les pieds nickelés. Ils avaient pas anticipé que ça allait coûter autant d'argent. Ils avaient pas anticipé qu'Elon Musk allait péter un plomb. Ils avaient pas anticipé qu'on pouvait pas rester dans une truc non-profit. Non, mais écoute, franchement, si ça serait à refaire, je suis pas sûr qu'ils referaient pareil. Non, mais s'il y avait quelque chose de vraiment problématique dans ces 400 participations, on peut peut-être compter sur Elon Musk pour avoir dirigé ses avocats vers ce sujet-là et leur avoir dit, écoutez, durant le procès, il faut que vous fassiez sortir ces sujets-là pour déstabiliser la défense d'OpenAI. Or, il n'y a pas eu ça. Donc, je pense que moi, j'ai plutôt l'impression que il y a un problème dans OpenAI au sens où l'equity story est plus compliqué. C'est-à-dire que c'est une public benefit corporation contrôlée par une fondation, ce qui est plutôt rare. On comprend pas très bien quel genre d'objectif va être suivi par la public benefit corporation. Les relations sont hyper complexes avec Microsoft, parce que Microsoft, c'est un actionnaire de référence, un partenaire commercial, un consommateur du produit et accessoirement un compétiteur. Il y a aussi des relations compliquées avec Oracle, des relations compliquées avec SoftBank, le partenariat Stargate pour les infras. Enfin, c'est quand même une histoire compliquée. Et puis Sam Altman, il se fâche avec tout le monde, si tu regardes. Oui, et on peut rajouter que c'est plutôt un pattern chez lui, un business B2C d'une certaine manière. Alors que Anthropic a une equity story qui est plus simple. C'est-à-dire que c'est aussi une public benefit corporation, mais qui n'est pas contrôlée par une fondation, qui est contrôlée par des actionnaires. L'ARPU est plus élevé, pour prendre des termes de télécom. La demande est plus prévisible parce que c'est de l'entreprise. Les marges sont plus élevées parce que c'est de l'entreprise. Les partenariats sont plus simples à lire parce que c'est des partenariats avec Amazon et Google. Enfin, l'equity story est quand même beaucoup plus simple d'une certaine manière. T'es bullish sur Anthropic.
Non, je dis que Anthropic ait plus de facilité à rentrer en bourse dans un marché qui peut être un peu chahuté parce que SpaceX est vu comme étant trop cher, etc. Ça me surprend pas outre mesure. Et je pense que OpenAI le savait. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ils ont levé leur série H, on en avait parlé dans un épisode précédent, c'était pour se donner le temps. C'est-à-dire pour ne pas être dépendant de l'IPO. C'est pour éviter d'être dans la seringue, en fait. Fred Binquet, ton analyse? Fred Montagnon, plutôt. Fred Montagnon, je me perds avec les Fred. Fred Montagnon, ton analyse? Oui, très cher. Écoutez, moi j'ai l'impression que SpaceX, en fait, a hacké le marché pendant un temps, parce que tu vois, il va y avoir... Personne peut rentrer, là, c'est ça? Oui, non, mais en fait, j'avais pas regardé le calendrier derrière, donc je le fais en même temps, là, désolé, hein, j'aurais mieux préparé. Parce que je le répète, tu fais quand même des notes extraordinaires. Merci. Et en fait, il va y avoir une quantité de flottants, tu vois, donc d'actions qui vont être disponibles à la vente de la part de gens qui les ont achetées probablement vraiment pas cher et à très très court terme, tu vois. En fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais sur l'année qui vient, il y a plus de 50% du capital qui pourra être vendu, donc il ne le sera pas forcément. Mais en tout cas, si les gens sont dans des situations de plus-value importantes, bon, vendre le truc, même si, tu vois, le prix décroche de 2 ou 3 fois, c'est pas très grave. Ils ont déjà fait x200 ou x100. Exactement. Donc, en fait, ça veut dire que, je sais pas comment vu les quantités de capitaux dont il s'agit, et a priori, les acheteurs sont un peu toujours les mêmes quand même au bout du compte, hein, parce que c'est pas, on reste quand même dans des sphères qui sont assez connexes. En fait, je sais pas si tout le monde n'est pas dans une hésitation totale de se dire, est-ce que vraiment on y va maintenant, avec le risque en fait que tout se dérobe et de se retrouver dans un moment où tu fais une entrée en bourse, tu n'arrives même pas à la remplir et puis ça se casse la figure. Parce que les conséquences derrière, bon, évidemment, ça fait moins de plus-value pour les investisseurs, mais en termes d'attractivité, c'est catastrophique. Parce que c'est ton equity qui, aujourd'hui, pour beaucoup, rend ton entreprise attractive et fait que tu peux continuer à recruter des talents qui se disent, bah voilà, j'ai la capacité à m'enrichir. Quand t'as un prix, enfin, t'as une capitalisation qui se casse la figure, bah, très rapidement, en fait, les derniers gens employés, et on l'a vu là, hein, tu vois, il y a 4 ans et demi, quand tout le marché du software s'est cassé la figure, bah, c'était très compliqué de retricoter derrière des incentives pour les gens, et ça a causé un trauma pas possible. Alors là, tout le marché a été traité de la même façon, donc quelque part, il n'y avait pas trop d'échappatoire. Mais si c'est juste une boîte dans le marché qui se retrouve à avoir une valeur dégradée et que tous les autres sont encore dans une situation de pouvoir donner de l'incentive pour ses salariés, bah c'est sûr que ça... Là, quand on voit comme tout le monde se bat pour avoir les mêmes profils, on peut se dire qu'il est urgent de ne pas se presser, quoi. Allez, on termine l'émission avec un sujet qui m'a bien fait, qui m'a fait pas rigoler, mais je trouve très intéressant. C'est tellement américain. C'est le 4 juillet 2026, bien évidemment. C'est une date symbolique. C'était les 250 ans de l'Amérique. Il y a une application qui est devenue numéro 1 de l'App Store aux États-Unis. Et ben, c'est pas un jeu, c'est pas un réseau social. Peut-être que vous n'allez pas le croire. C'est une application du Trésor américain. Imaginez qu'une application des impôts en France soit numéro 1. Et cette application, elle s'appelle Trump Accounts. Le principe, chaque enfant américain né entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 recevra $1,000 du gouvernement fédéral qui sera déposé sur un compte d'investissement à son nom et qui sera investi automatiquement dans le S&P 500, c'est-à-dire l'indice des boîtes, des 500 boîtes les plus valorisées aux États-Unis. Le compte est gratuit. L'argent ne peut pas être retiré avant 18 ans. C'est 1,5 million de comptes créés dans les premières 24 heures. 6 millions d'enfants sont inscrits début juillet selon le Trésor américain. Et on voit tout un tas de milliardaires aux États-Unis, notamment le couple Dell, Michael Dell et sa femme Suzanne, qui annoncent des projets d'abondement en fait, de ce programme-là. Par exemple, 6,25 milliards de dollars par le couple Dell
pour rajouter $250 et étendre aussi ce programme à des enfants américains de moins de 10 ans, et notamment en ciblant des familles à revenus faibles et moyens. Et puis, il y a la présidente de SpaceX, Gwen Shotwell, qui a mis 350 millions en actions SpaceX. Bon, vous me direz, c'est peut-être pas grand-chose. C'est-à-dire que, grosso modo, les bébés américains sont automatiquement actionnaires de SpaceX. C'est Brad Gessner, un investisseur de la Silicon Valley, qui est à l'origine de ce projet. Et lui, il a personnellement mis 100 millions là-dedans. Et il vise 100 milliards de dollars d'engagement du secteur privé. C'est colossal. Voilà. Le programme s'appelle officiellement Invest America Act. Il a été voté dans le cadre du budget de réconciliation. Et c'est assez incroyable, quoi. C'est de voir que... et puis certains disent que, effectivement, quand tu fais les projections, ben, ces enfants américains pourraient devenir millionnaires à 20-30 ans s'ils gardent ces actions et s'ils abondent et s'ils continuent en misant sur l'économie américaine. Qu'est-ce que ça dit de la vision américaine? Et en France, on fait des vaccins à la naissance. Ici, il y a un vaccin, c'est le vaccin du capitalisme. Hein. C'est ça, quoi. On t'injecte du capitalisme en intraveineuse, c'est ça qui veut réagir? Ouais, je vais commencer parce que moi, mes 2 enfants sont éligibles. Ils ont moins de 10 ans, américains. Donc, moi, en fait, ça me fait chier un peu ce truc-là parce que c'est à la fois extrêmement populiste et très smart. Ouais. C'est-à-dire que tes années de mid-term, le Trump, il est complètement impopulaire. Et donc là, tu donnes de l'argent aux enfants. Le truc qui s'appelle Trump 40. Magnifique. Tu vois, genre, il n'y a pas plus beau marketing. C'est parfait. C'est comme donner des bonbons aux enfants. C'est ça, exactement. Bah oui, bien sûr. Ouais. Donc, ça va qu'il n'a pas un anorak et il va pas devant les écoles, tu vois, parce que là, ça serait la cerise sur le gâteau. Et après, l'autre truc aussi, c'est aussi très lié à la politique de natalité, parce que du coup, le programme, il se fait jusqu'en fin 2028. Bien sûr, pousser les Américains à avoir des enfants, réduire l'immigration, parce que la population américaine vieillit fortement, et donc tu veux que les Américains fassent des enfants, et donc tu leur donnes un incentive à en faire. Donc ça, c'est la partie qui me fait chier. Et la partie que je trouve très smart, c'est qu'en effet, c'est le futur. En fait, t'es obligé de trouver un modèle où les futures générations sont directement impliquées dans la création de valeur, non pas du pays, parce que le pays, on sait que maintenant, c'est ces entreprises principalement. Et donc, c'est quelque chose dont il faut qu'on prenne une inspiration en France, parce que, tu vois, le Trump account, si tu verses régulièrement dessus, en plus il y a un tax incentive qui fait que donc les dépôts que tu fais, c'est pas taxé. Ouais. Et ben l'enfant, alors selon les calculs, à 28, 29, 30 ans, peut avoir $1 million. Ouais, alors j'ai fait quelques simulations justement. Merci Angie de me tendre la perche. Donc si tu places $1 000 dans le S&P 500 à la naissance sans rien ajouter, ok, et si on sait que le S&P 500 progresse quelle est la moyenne, Fred Banquet, de ça, on va dire 6 à 8%. 6 à 8%. Ok. Bon, ça a été beaucoup plus ces dernières années, mais c'est... Oui, mais avec quand les tu parles de la dividendes moyenne qui long montent à terme. 10, Ouais, allez, on va dire 10%, quoi. À 18 ans, c'est $1 000. T'as rien mis de plus que ces $1 000 se transforme en $17 000. Et $120 000 à 40 ans. Le livret A en France, hein, il fait pas le même rendement. Hein. Si les parents mettent $50 par mois en plus des $1 000 de départ du gouvernement, alors à 18 ans, c'est plus $17 000, c'est $50 000. Si on regarde la performance moyenne sur 25 ans. Si le compte est alimenté au maximum, parce qu'il y a un plafond, alors t'es millionnaire à 28 ans. Hein. Et avec 200 à 300 000 $ à 18 ans, et tu continues le rendement du S&P 500, à 60 ans, tu as 10 millions. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui existe déjà, il faut le dire à tous les gens qui nous écoutent et qui pensent à leur retraite en France. Hein, c'est le compte épargne retraite américain qui s'appelle le 401k. Là, en plus, en ce moment, on a beaucoup d'articles de presse sur ce sujet-là aux États-Unis. Une personne qui est caissière ou caissier, parce qu'il y a aussi des caissiers,
dans un magasin comme Costco, qui est une très grande chaîne d'alimentation, tu peux tout acheter là-bas. 40 ans de boîtes sortent avec, en effet, 1 million sur leur compte épargne retraite, voire 2 millions, 3 millions. Donc, en fait, c'est quelque chose qui nous paraît Après, ils doivent payer leur cancer qui leur coûte 2-3 millions aussi. Hein, donc, non, c'est pas vrai. Tu sais que les assurances couvrent énormément. Donc, c'est bien sûr, c'est l'argument que en France, on va vous sortir la santé, l'éducation, etc. Mais je pense qu'un modèle où l'employé ou l'enfant directement a un intérêt dans l'économie, la vraie économie, l'économie capitaliste, c'est le modèle dont il faut prendre une inspiration en France, c'est sûr. Ouais, moi je suis absolument d'accord avec ça. Hein. C'est-à-dire que je pense que il y a aujourd'hui un problème dans l'économie qui est que on pousse les gens à être de plus en plus locataires de leur propre vie et de moins en moins propriétaires. C'est-à-dire qu'on paye des abonnements pour tout. On commence même à payer des abonnements pour penser avec les modèles frontières dont on a parlé. Donc il y a un sujet quand même de pousser les gens vers l'abonnement. Et donc là, c'est une manière de rendre les gens redevenir propriétaires en fait de leur vie. Et je pense que c'est pas simplement une sortie du servage, si on peut dire, mais c'est aussi, lorsqu'on est propriétaire, on a tendance à raisonner sans imaginer que les coûts sont portés par d'autres. C'est-à-dire qu'on sait qu'on les porte soi-même. On comprend mieux comment fonctionne une économie parce que on doit s'intéresser quand même à ce qu'on détient. Et on évite les comportements de passagers clandestins qui appauvrissent tout le monde. Donc je pense que il y a une forme d'hygiène en fait dans la propriété. Et moi je pense que aussi la culture économique est inégalement répartie et en France elle est à mon avis très faible. Mais quand on n'est pas propriétaire d'un bien essentiel, en fait on est spéculateur sur ce bien essentiel. C'est-à-dire que je prends l'exemple du logement pour que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans un premier cas, imaginons qu'il y ait deux cas. Dans le premier cas, vous empruntez pas, vous achetez pas votre logement, et donc si le niveau général des loyers augmente, vous vous appauvrissez, et s'il baisse, vous vous enrichissez. Donc en d'autres termes, vous spéculez à la baisse. L'autre cas, vous devenez propriétaire. Dans ce cas-là, les loyers vous importent peu, c'est-à-dire que ça monte ou que ça baisse, vous êtes indifférent à la chose. Donc c'est en rachetant, c'est-à-dire en étant propriétaire que vous cessez d'être spéculateur. Et ce raisonnement-là, on peut le faire pour le reste de l'économie, c'est-à-dire c'est en devenant propriétaire que vous cessez d'être spéculateur. Au contraire de ce que pensent la plupart des gens, c'est-à-dire dès que vous achetez quelque chose, vous devenez spéculateur de ce bien. Non, en fait, à votre naissance, vous êtes, pour utiliser un terme technique, short d'immobilier, vous êtes short de nourriture, vous êtes short de tout. Et donc, il faut racheter sa position le plus vite possible pour ne plus être short, pour être neutre. Et je pense que il y a un génie, en fait, dans cette idée de donner de l'argent à des gens qui démarrent leur vie en leur disant, voilà, vous devenez propriétaire et donc vous allez pouvoir raisonner comme des propriétaires, vous n'allez plus être spéculateur de votre vie. On le sait, en France, notamment, il y a eu cette culture-là de dire ne soyez pas propriétaire. Et on a vu toute une nouvelle génération qui n'arrive pas à être propriétaire de sa résidence principale, qui d'ailleurs ne veut pas être propriétaire de tout un tas de trucs pour des raisons de liberté, et qui se tourne justement, n'étant pas propriétaire, vers des idéologies plutôt à gauche aussi. Ça a un impact politique, ce que tu es en train de nous expliquer, Fred Binquet. C'est le fait de ne pas rendre les gens propriétaires. On voit bien le projet aussi politique là de Trump, c'est effectivement de rendre les gens propriétaires, c'est redevenir effectivement propriétaire de sa propre vie. Mais c'est aussi devenir un peu plus capitaliste et de reprendre un peu... en gros, on est tous dans la même barque avec ceux qui ont beaucoup, quoi. Je sais pas, comment tu l'analyses, toi, Fred Montagnon ? Moi, j'ai l'impression que ça poursuit les mêmes objectifs. C'est-à-dire, dans les deux cas, on veut pouvoir faire en sorte que tout le monde profite un petit peu, tu vois, de la création de valeur. Donc, quand on est en France, on taxe des flux, c'est la répartition. C'est-à-dire, on attend que la valeur soit créée, on va la prendre là où elle est, et puis on se la redistribue à mettre en vis-à-vis de la capitalisation, où là, tu deviens propriétaire d'une partie de l'outil de production. Et quelque part, ces $1,000, s'ils sont investis sur le S&P 500, c'est que tu deviens propriétaire d'un petit peu de ce qui est créé par les entreprises et par l'activité humaine, en fait. Et donc tu manifestes moins, par exemple, contre les data centers et contre tous ces projets. Disons que et alors pour le coup, on poursuit la même chose. Moi, je suis évidemment plus favorable à la propriété parce que quand on a quelque chose, quand
on est propriétaire de quelque chose, on en prend soin, alors qu'en général, quand on reçoit juste du flux sans trop savoir d'où ça vient, c'est plus facilement gaspillé. Pour faire une analogie avec le flux, c'est l'histoire des chiottes publiques. Hein. Pourquoi est-ce que les chiottes publiques sont toujours plus dégueulasses que les chiottes normales? C'est parce qu'elles appartiennent à personne et elles appartiennent à tout le monde. Je faisais juste on va y réfléchir à ça. Parallèle avec ton histoire de flux, quoi. En fait, quoi, mais je sais pas, mais on va y réfléchir. C'est la tragédie des commons. Voilà, c'est ça. Si je veux être un peu ironique, si tu veux, un accouchement aux États-Unis, je crois que ça coûte 25 000 $. Oui, et puis il te reste, quelle que soit ton assurance, au moins 3 000 balles à payer. Donc de toute façon, tu es négatif sur ton sur ton opération. Mais bon, je trouve le symbole est intéressant. Attends, Fred, là-dessus. Juste un truc. Juste, je réagis là-dessus parce que je suis en France là depuis un tout. Tu vas accoucher? Non, je vais bientôt accoucher. Si tu me regardes physiquement, tu pourrais le penser. Mais non, ce n'est pas ça ne sera pas le cas. Non, mais il y a plein de gens qui me disent oui, mais en France, la santé est gratuite. Mais non, c'est absolument dingue qu'on ait arrivé à faire comprendre, à croire aux Français que la santé était gratuite. En fait, vous l'avez déjà payé. Regarde les cotisations. Non, mais les gens te disent la santé est gratuite. Mais non, tu l'as déjà payé. Moi, si je regarde ce que je paye en santé aux États-Unis et que je le compare aux cotisations sociales que mes copains payent en France, mais je suis pas certain que je paye plus aux États-Unis pour ma santé que les Français. C'est pas sûr, hein. Tu dois payer plus cher quand même. Moi, je paye. Au global, pour la famille, je paye 1500 balles par mois. Je pense que c'est un truc comme ça. Après, je pense qu'il y a quelque chose qu'on dit rarement sur le débat de la santé, c'est vraiment la qualité des soins. Franchement, moi, j'adore la France, le modèle français, etc. Mais quand j'entends des amis me dire ils doivent attendre 6 mois pour un dermato, de se battre pour aller chercher un IRM parce qu'il y en a pas dans leur région, ou alors il y a 2 mois d'attente. Aux États-Unis, l'IRM, c'est $75 parce que t'as le copay et t'as ton assurance, mais tu l'as, genre sous 24 heures, n'importe où, quoi. Et c'est pire que ça, Angie. Moi, j'ai appris un truc, là, cette semaine en France. C'est qu'il y a un système en France pour l'accès aux soins, c'est que il y a une sorte de protocole. Alors, vous me confirmez ou pas dans les commentaires si c'est vrai. On va se faire défoncer, là, tu sais. On va se faire défoncer, peut-être, mais tant pis, c'est pas grave. En se faisant défoncer, on peut apprendre des choses, quelquefois, si c'est fait correctement. Mais, on m'a dit qu'en fait, que quand tu accèdes aux soins en France, on commence d'abord par les soins plutôt bon marché, voir si ça marche. Et si ça marche pas, on passera à un soin ensuite, machin, etc. Il y a une sorte de progression des soins, ce qui fait que tu n'atteins pas le truc super efficace tout de suite parce qu'il coûte très très cher et qu'on attend d'abord de voir si les solutions plus économiques fonctionnent avant de te donner accès. Alors qu'aux États-Unis, t'as accès au truc tout de suite. Alors t'as tout. Non, pour le coup, c'est l'inverse. C'est qu'ils ils vont te mettre tous les tests, tous les machins tout de suite. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'es dans un cas de doute important sur des maladies un peu graves, tu préfères avoir une batterie de tests. Ils te font ils te prennent 40 litres de sang et ils te font passer à tous les détecteurs possibles et imaginables. Et attends, anecdote, tu vas aussi. Moi, j'ai été hospitalisé. Il y a un mec qui vient dans ma chambre, un médecin qui vient me voir. Alors, j'ai regardé vos examens. Alors, écoutez, bon, bah, c'est pas très grave, mais peut-être qu'il faut faire attention à ça. Bon, ok. Bon, le médecin s'en va. 20 minutes plus tard, j'ai un deuxième médecin qui arrive dans ma tête et qui me répète un peu la même chose. Oui, alors, bon, voilà, médecin, machin, tout ça, docteur bidule. Alors, j'ai regardé vos analyses, donc, bon, machin, et j'en ai vu 4 passer comme ça. Quand je reçois la facture, j'ai 4. Mais en fait, t'es un couillon. Dans la chambre 36, là, en fait, il y a un couillon, il est français, vas-y, il prend tout le monde. Et en fait, il faut savoir dire aux États-Unis, non, mais c'est bon, j'ai déjà vu ma docteur bidule, j'ai pas besoin. Voilà. Tant que tu dis pas stop, ils arrivent tous les uns avec le. Attends, 2 trucs. Bon, juste, comme on aime les KPI, bon, au final, l'espérance de vie est quand même largement dégradée aux États-Unis par rapport à la France. Mais bon, ouais, je vais pas vous chatouiller là-dessus. Et les flingues. Elle remonte à nouveau, hein, Frédéric. Elle remonte à nouveau. Hein. Tant mieux, depuis la fin. Et vous n'avez pas la coqueluche non plus, parce que nous, on a la coqueluche, monsieur. Bah, dis donc, vous êtes bien armé. Non, juste, je voudrais terminer avec cette histoire de répartition-capitalisation. En fait, je pense que les 2 modèles peuvent très bien fonctionner. Le vrai problème, c'est quand il y a des pays qui font de la capitalisation et d'autres font de la répartition. Et là, on se fait défoncer. Parce qu'en fait, le fait d'avoir ces capitaux dans des quantités énormes à mobiliser, d'une part, ça permet de financer énormément en local. Donc, aujourd'hui, les marchés américains, à 80%, sont des actionnaires américains.
alors que nous, au CAC 40, on est à peine 50% en fait qui est de Français. Donc c'est un problème de souveraineté. Et le deuxième truc, c'est que les valorisations étant plus grosses aux États-Unis, en fait, on se fait bouffer nos boîtes. Donc c'est un vrai problème. Et d'une manière générale, j'ai envie plutôt d'avoir des systèmes qui sont des systèmes de capitalisation en France, ne serait-ce que pour pouvoir... C'est une question de défense, en fait, à un moment donné, parce que sinon, le modèle ne marche pas. Oui, mais capitalisation en France, pourquoi pas acheter justement des actions américaines ? Regarde, les Japonais, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont leur système est par capitalisation. Oui, ils ont largement investi sur l'économie américaine. Non, mais ça c'est une possibilité. C'est possible. Mais si on t'a déjà pris l'argent, si tu veux, avant même que tu puisses l'investir, si tu veux, tu payes 2 fois. Donc, il faudrait que le modèle se transforme un peu. Les Japonais sont aussi extrêmement investis sur les obligations émises par l'État japonais. C'est-à-dire qu'il y a 90% des obligations émises par l'État japonais qui sont détenues par des Japonais. Moi, je voudrais faire 2 points, en fait, sur cette conversation que moi, je trouve très intéressante. La première, c'est cette dichotomie qu'on fait entre répartition et capitalisation. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui protège le salarié sur ses espérances de retraite. Fondamentalement, c'est l'économie du pays dans lequel il est. C'est-à-dire ça, peut-être dans un système par répartition, oui, ça c'est clair. Non, mais quel que soit le système, c'est-à-dire que ce qui lui permet d'être sûr qu'il aura un revenu plus tard, c'est la force de son économie ou la force des actifs dans lesquels son pays a investi. Et donc, in fine, quel que soit le mode qu'on ait choisi, c'est de la capitalisation. Ça passe peut-être par un voile qui s'appelle la répartition organisée par l'État, mais à la fin, c'est l'activité économique qui est en dessous. Et donc, moi, je pense qu'il y a une forme de vérité des prix lorsqu'on met en place un volet de capitalisation, même à l'intérieur d'un régime de répartition. C'est le premier point que je vais faire. Et le deuxième point, on a évoqué ça brièvement, qui est un autre point, qui est on a comparé les inflations entre les États-Unis et la France, en fait. On a dit, voilà, il y a une grande inflation sur les coûts médicaux aux États-Unis et il y a une forme de malthusianisme et moins d'inflation en France. Je pense que c'est à nouveau la marque d'un manque d'éducation économique en France. Il y a eu une inflation gigantesque en France sur les 20 dernières années, mais elle s'est matérialisée à un endroit qu'on ne mesure pas. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, fondamentalement, on a eu une shrinkflation en France. C'est-à-dire que la qualité des services publics s'est dégradée. Angie, tu évoquais il y a quelques minutes le fait qu'on attendait 6 mois pour avoir un dermato. C'était pas le cas il y a 15 ans. On n'attendait pas 6 mois pour avoir un dermato. C'est-à-dire que le service coûte le même prix, c'est-à-dire qu'on continue à payer les mêmes cotisations, etc. en France qu'il y a 15 ans, mais la qualité du service s'est très fortement dégradée. Et donc, en fait, quand on essaie de comparer les choses entre les deux pays, on constate qu'il y a une augmentation des coûts aux États-Unis, mais on constate pas la réduction de la qualité du service en France. Or, elle est majeure, et c'est pareil pour l'école, et c'est pareil pour la police, etc., etc. Et donc, en fait, les Français sont furieux en ce moment, en partie parce qu'ils ont subi cette inflation qui n'a jamais été montrée dans les chiffres. Ouais. Et ils sont pas furieux parce qu'ils tiennent à leur système de santé. Ils sont furieux parce que ce système de santé n'est plus en capacité, effectivement, à coût égal de fournir un service, ne serait-ce même que de fournir, effectivement, le service qui leur est dû, quoi, effectivement. Et donc, il y a à chaque fois en France ces mécaniques de camouflage, en fait. Donc, on camoufle le vrai prix de la retraite, on camoufle le vrai prix la vraie valeur des services publics, et à la fin, les gens deviennent fous, en fait. Alors, ces Trump Accounts, on pourrait croire que c'est Trump qui les a inventés, bien évidemment. Lui, il est très bon pour mettre son nom sur tout. Mais ces Trump Accounts, c'est en fait, en Australie, ça existe déjà, ça s'appelle le superannuation. Chaque salarié est obligé, écoutez bien ce que je suis en train de dire, en Australie, chaque salarié est obligé de verser 12,5% de son salaire brut dans un fonds de retraite individuel qu'il dirige lui-même. C'est pas l'État qui gère son argent, c'est le citoyen qui a son propre compte, il fait ses propres choix d'investissement. Et le système existe depuis 1992 et résultat, l'Australie a l'un des plus hauts taux d'épargne retraite du monde. Les inégalités en Australie sont beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis. Et quand on interroge les Australiens,
eh ben, les Australiens, ils se sentent en sécurité financière depuis qu'ils ont mis... Donc là, les Trump accounts, c'est un peu la même chose. Donc du coup, ça marche déjà. Donc est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme ça en France, ou est-ce que non, culturellement? Parce qu'en France, on a le livret A qui est ouvert dès la naissance. Alors il est plafonné, un peu plus de 22 000 euros, et il est rémunéré à environ 3%. C'est zéro risque, c'est garanti, mais à 18 ans, si tu ouvres un truc, t'auras quoi? T'auras rien du tout. Hein, à 3%, ça va pas aller chier loin, en fait. Hein, surtout avec les plafonds actuels. Est-ce qu'un dispositif similaire pourrait exister en France, ou alors non, la culture politique actuelle fait que c'est absolument inenvisageable? Moi, je pense que c'est souhaitable que ça arrive. Ensuite, c'est un discours qui commence à s'entendre. Après, tu as raison, c'est une question un peu de culture économique. C'est même pas financière, là, c'est vraiment une culture économique. Et on a une classe politique qui, en partie, soit n'a pas compris cette histoire-là, soit s'active à essayer de à part pousser David un Lisnard, discours. hein, c'est le seul que j'entends à peu près dire ça. Évidemment. Mais non, heureusement, c'est repris un peu maintenant. Hein. Mais oui, c'est souhaitable, hein, parce que ne serait-ce que pour qu'on arrête d'avoir des gens, si tu veux, qui s'offusquent à chaque fois que LVMH ou Total versent des dividendes, de se dire encore les actionnaires. Les actionnaires, ça pourrait être en fait la population. Et c'est souhaitable pour tout le monde. Mmh. Mais on est quand même dans un contraste philosophique entre la France et les États-Unis, où là, les États-Unis sont en train de nous expliquer que la réponse au populisme anti-milliardaire, c'est de rendre tout le monde capitaliste, alors qu'en France, la réponse au populisme, c'est il faut taxer les riches. Hein, il faut taxer encore plus les riches. Alors, on est sur deux visions qui sont diamétralement opposées, ou est-ce que tu penses que Fred ou NJ, vous pensez que si on proposait ça aux Français, ils auraient une écoute attentive comme le Fred Montagnon, il dit qu'il faut le faire, mais il a raison sur un Non, point mais technique, moi je suis d'accord avec Fred Montagnon, c'est-à-dire que ce serait quand même un truc qui changerait la mentalité en général, mais la dernière fois qu'on a essayé de faire participer le salarié plus au profit de l'entreprise en le rendant, en l'exposant à la réussite de son entreprise, on a fait tomber la présidence, parce que c'était le référendum de 69 avec De Gaulle qui proposait la décentralisation et la participation. Bon, donc j'ai envie de dire que si De Gaulle y est pas arrivé, la barre est assez haute. Et aujourd'hui, la conversation, elle est pas très saine, en fait, en France. Parce c'est une conversation entre le RN et la LFI. Je sais pas ce les qui deux ferait sont que pas ça bons, marche. hein, d'ailleurs. Hein. Les deux sont plutôt alignés. Les deux sont pas du tout sûrs. Moi je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, en France, on a beaucoup de mal à faire modifier les habitudes des salariés parce que lobby, syndicats, politique, etc. Maintenant, si tu offres la possibilité aux parents de le faire pour leurs enfants, c'est une façon de voter de comment tu veux que les futures générations voient les choses. Et là, je faisais, le calcul. Si tu mets 100 € par mois sur un livret A, t'auras et qui est un livret A, donc rémunération moyenne, dès la 25 000 € à 18 ans. Si tu mets sur le même montant sur un produit qui est indexé sur le CAC 40, hein, on ne parle même pas du S&P, là, tu aurais 40 000 € ou voire 45 000 € à 18 ans. Selon, si tu intègres les dividendes, ça peut monter même jusqu'à 50 000 €. Et en fait, je pense que donner... Mais le livret A, il sert à financer le service public, hein, tu es au courant quand même, quoi. C'est fait pour financer les logements. Oui, ok, d'accord. Oui, bien sûr, mais après, je pense que, tu vois, on sait qu'une économie saine et avec des gens qui ont de l'argent, en fait, ça se réintroduit tout de suite dans la demande, et donc les gens dépensent plus et l'économie grandit. Mais je pense que c'est vraiment ce débat de génération. Si tu le donnes aux parents actuels qui ont... Tu as entre 30 et 40 ans en France aujourd'hui, qui ont des enfants qui naissent, et tu leur dis, est-ce que tu veux que ton enfant sorte avec 50 000 € à 18 ans versus 20 000 ils vont tous choisir le 50 000. Et surtout, il y a ce côté de dire, l'enfant bénéficie des fruits de mon travail. Parce que moi, je travaille dans une entreprise cotée.
peut-être que le participation salariale dans mon entreprise, elle n'est pas bien effectuée, il n'y a pas un gros incentive. Là, je peux le donner à mes enfants. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Je suis d'accord avec toi, Angie, mais ça, c'est vrai pour les gens un poil éduqués et qui, malheureusement, tu auras une différence. Je pense que quand tu galères... tu vois, c'est ce qui s'est passé avec les Trump accounts. Hein. Regarde le nombre de millions de comptes qui a pris les 1000 balles parce qu'ils peut-être qu'ils en avaient besoin. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a besoin d'un incentive justement pour. En plus, en France, on est assez bon à faire ça, donc je pense que tu dois potentiellement avoir quelque chose. Tu dis 1 000 euros pour les gens qui ont un revenu inférieur à X et 0 euros pour les autres. Mais par contre, le produit existe, il est détaxé et c'est un incentive pour tout le monde. Bon, voilà, en tout cas, une réflexion, je trouve ça intéressant de se poser ces questions, de regarder ce qui se passe de l'autre côté. C'est un peu ça l'objet de Silicon Carnet aussi, hein, c'est de regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'étang, ici aux États-Unis, et de regarder si c'est applicable ou pas. Je suis certain qu'il y a plein de monde qui nous diront ils sont complètement tarés de l'autre côté, et c'est possible, effectivement. On va se faire déchirer. On va se faire déchirer. Allez, on vous embrasse en tout cas, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On finit la saison de Silicon Carnet. Alors, je vous donne la date exacte, comme ça, vous l'aurez. Après, on va passer en mode un petit peu plus soft, le 25 juillet. Voilà. Entre-temps, on est toujours là, fidèle au poste. Merci les amis. Bye bye. Hasta luego, amigos. Salut. Bye.